Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Claire Gallon, je représente l'association Libertic. Alors je suis contente parce que vous avez l'impression que peut-être on n'est pas nombreux, mais nous on organise des ateliers au compte-gouttes où on est une dizaine par dizaine. Donc ce soir j'ai un public encore plus élargi. C'est très intéressant et on constate qu'il y a de plus en plus d'intérêt sur l'ouverture des données publiques depuis le 3 février, depuis l'annonce par Jean-Marc Ayrault que la ville allait s'engager dans une démarche d'ouverture de ces données publiques. Évidemment, à Libertic, on a pris cette annonce avec beaucoup d'enthousiasme puisque ça faisait quelques mois que l'on essayait de solliciter la collectivité pour la sensibiliser sur les enjeux de l'ouverture, sur l'intérêt pour le territoire et l'inciter à aller dans ce sens-là. Donc Libertic, c'est une association de loi 1901 qui fédère aujourd'hui les acteurs du territoire, aussi bien des développeurs, des citoyens, des entreprises, des écoles, des associations, et qui les fédère autour de cette animation et de la valorisation des données publiques. Donc, je vais essayer, donc j'ai bien compris le message, d'être totalement didactique. On va revoir les principes de l'ouverture des données. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Comment ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on fait pour y arriver ? Quels sont les enjeux ? À quoi est-ce qu'on répond en mettant à disposition des données publiques ? Et finalement, on va parler un peu des avancées sur Nantes. Alors, on va faire un bref retour dans l'histoire avec le début de l'ouverture des données publiques. La toute première administration à avoir ouvert ces données, c'était l'administration américaine en 2009. Donc c'est un mouvement assez récent. Ils ont ouvert leurs données dans un grand programme d'ouverture qu'ils ont appelé le gouvernement ouvert. Le principe du gouvernement ouvert, c'est de recréer un lien entre l'administration et ses administrés. C'est réorganiser l'administration de manière à ce qu'elle puisse fonctionner dans un cadre ouvert, dans un cadre réactif, en utilisant notamment les outils numériques, les réseaux sociaux, afin de développer du dialogue avec les administrés, afin de développer de la confiance, afin de finalement développer des services plus efficaces. Et donc pour obtenir ces résultats, on utilise l'un des outils qui est l'ouverture des données publiques pour obtenir la transparence, la participation et de meilleurs services. Aujourd'hui, l'ouverture des données publiques, elle est appliquée à travers le monde. Il y a environ une soixantaine de plateformes qui existent. C'est un mouvement international. Les villes, les collectivités qui entrent dans ces programmes d'ouverture de données ne sont pas forcément dans une logique de gouvernement ouvert, mais ça vient de là. Et on constate donc que c'est un mouvement international qui repose sur une philosophie. La philosophie de base, c'est de dire on met les données publiques à disposition de tous, de manière à ce que tout le monde puisse y avoir accès et tout le monde puisse les réutiliser. Donc quand Nantes indique qu'elle va entrer dans un programme d'ouverture de données, elle s'inscrit dans une démarche qui est internationale aujourd'hui. Alors je vais commencer par 2 slides en fait de définition sur ce qu'est une donnée publique, ce qu'est une ouverture, et à partir de là on va pouvoir avancer. Ça va être totalement indolore, vous allez voir. Une donnée publique, qu'est-ce que c'est ? C'est défini par la loi de 78 sur le droit d'accès à l'information. Une donnée publique, c'est une donnée qui est collectée dans le cadre d'une mission de service public. Donc c'est une donnée qui va définir et caractériser un territoire. C'est aussi bien des cartes, des statistiques, des mesures, des événements. C'est toutes ces données-là que finalement on va pouvoir mettre à disposition. Alors évidemment les données sensibles, qui sont les données nominatives, les données à caractère privé, défense, sécurité, etc., ne sont pas des données publiques et ne sont pas destinées à être mises en ligne. Donc la loi est très claire là-dessus, il y a un cadre légal. Ces données ne sont pas destinées à être publiées. Maintenant, cette loi de 78, elle indique déjà que tout citoyen a le droit d'accéder à l'information et a le droit de la réutiliser. Donc c'est déjà un droit opposable en France et l'ouverture des données va permettre de faciliter finalement l'usage de ce droit-là. Donc ça, c'était pour la donnée publique. Maintenant, qu'est-ce qu'une donnée ouverte ? Dans le mouvement de l'open data et la philosophie, une donnée ouverte doit avoir 3 caractéristiques. Elle doit être accessible, exploitable et réutilisable. Accessible, ça c'est l'idée de la diffusion et de la publication en ligne. Donc prenons l'exemple des horaires de passage des bus. Certaines collectivités vont nous dire « Ah mais nos horaires de passage des bus, elles sont en ligne, nous on fait déjà de l'open data ». Non, elles sont peut-être accessibles, mais elles ne sont pas forcément ni exploitables ni réutilisables. Donc le deuxième niveau, c'est exploitable. Là, c'est la question du format.
Il faut que la donnée soit automatisable. Il faut qu'on puisse la relier directement à un logiciel, à un fichier PDF. Ce n'est pas un format exploitable. Et le dernier point, c'est l'idée de réutilisation. Il faut que les usagers aient le droit de réutiliser les données, y compris à des fins commerciales. Et c'est ce que stipule la loi en France et les directives européennes. Donc là, il y a l'idée d'avoir sur les sites internet, sur les données mises à disposition, une licence associée qui autorise cette réutilisation-là. Donc ça, c'est les 3 critères fondamentaux. À partir de là, on comprend bien que les données qui existent actuellement, qui sont déjà collectées par les collectivités, mais qui sont en interne, eh bien, il va falloir les traiter pour qu'elles rentrent dans ce cadre-là, pour qu'elles deviennent des données ouvertes. Alors ça, pour la ville de Nantes, par exemple, ça implique le travail suivant. Ça va déjà devoir impliquer définir la licence de réutilisation. Est-ce qu'on met une licence de réutilisation gratuite pour les réutilisations commerciales ou est-ce qu'on en met une payante? Il y a un grand débat actuellement sur le sujet. Une fois que cette licence est définie, il faut évidemment sélectionner les données qu'on va mettre en ligne, parce qu'on ne peut pas tout mettre d'un coup. On ne peut pas tout mettre d'abord parce qu'il y en a une quantité phénoménale, et ensuite parce qu'il faut laisser le temps aux usagers de s'approprier la donnée, pour pouvoir la traiter, pour pouvoir créer du service. Donc il faut, en général, on procède par étapes, par thématique. Là, la ville de Nantes a annoncé qu'elle partirait a priori donc sur les données environnement, mobilité, tourisme, culture. Une fois que ces données ont été triées, sélectionnées, il y a la question du format. Il faut donc nettoyer ces données pour pouvoir les mettre en ligne, les publier sur une plateforme. Donc voilà à quoi ressemble une plateforme de données publiques. J'ai pris l'exemple de Paris. Voici la plateforme de Paris. Il y a différents designs, il y a différentes présentations. Il n'y a pas de format type standard sur une plateforme, mais ce que vous retrouverez systématiquement sur une plateforme de données publiques, ce sont des données. Ce sont des données que vous pouvez trier par thématique. Ce sont des moteurs de recherche pour y accéder. Ce sont donc des données que vous pouvez télécharger. Et vous trouverez également des forums. C'est très important parce qu'à partir du moment où vous mettez les données à disposition, il y a un dialogue qui va se créer. Il y a les développeurs qui vont vous dire nous on aimerait bien avoir telle donnée. Il y a cette donnée-là, on aimerait l'avoir dans un format différent. Donc ça va générer une communication entre l'administration et les réutilisateurs. Alors là, on a défini dans toute cette partie ce qu'est... Alors excusez-moi, je vais sauter un dernier. Ça, c'est l'état des lieux. En France, aujourd'hui en France, il existe 2 plateformes de données publiques pour les villes. Il y a celle de Rennes. Donc Rennes, ça a été les pionniers dans l'ouverture de données puisqu'ils ont ouvert l'année dernière leur plateforme. Et la ville de Paris a lancé sa plateforme en janvier dernier. Donc on voit également que Nantes fait partie désormais des villes qui sont en cours d'ouverture. Excusez-moi. Mais Bordeaux, Montpellier, Marseille et Toulon, enfin il y avait d'autres villes qui étaient déjà impliquées, qui ont déjà commencé leur processus d'ouverture de données. Et on constate également avec cette carte que l'ouverture des données, ça ne concerne pas que les villes. Il y a différents niveaux de plateforme. Ça peut être sur une ville, sur un conseil général, sur une région ou au niveau national. D'ailleurs, la France a indiqué qu'elle était en train de lancer une plateforme nationale avec son DataGouv. Donc voilà, différents niveaux de plateforme, tout simplement parce que chaque administration possède des données différentes. Chacune a des données et donc elle va créer sa plateforme pour les mettre à disposition. Donc à partir de là, on a vu que les collectivités étaient en train de se mobiliser pour aller vers l'ouverture. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elles font ça? À quoi est-ce que ça sert d'ouvrir les données publiques? Il y a 2 enjeux. Le premier enjeu, il est économique. On est aujourd'hui dans une société de l'information, une société qui traite de l'information, qui se développe autour de l'information, de son traitement. Et la partie la plus petite de l'information, c'est la donnée. Donc c'est aujourd'hui un système économique qui est en développement. Et il se trouve que les administrations possèdent des données qui aujourd'hui ne sont pas valorisées, qui pourraient créer des services, qui pourraient être utilisés par les entreprises, par des développeurs ou des individus pour générer de nouvelles choses. Mais ces données aujourd'hui, qui sont en interne, qui sont dans les administrations, elles ne sont pas valorisées parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens techniques, humains, dimensionnels ou financiers pour mettre en valeur ces données et pour créer tous les services qui pourraient être créés à partir de là.
Donc là, l'idée de l'ouverture, c'est vraiment de générer cette croissance et finalement d'insuffler ce nouveau carburant dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Une étude européenne a estimé que le chiffre d'affaires des services qui peuvent être créés à partir de données publiques en Europe, ça représente 27 milliards d'euros. Donc là, on comprend bien qu'il y a un enjeu économique et de développement pour le territoire qui est majeur. Un deuxième point clé pour l'économie, c'est le futur d'Internet. Le futur d'Internet, c'est la téléphonie. Aujourd'hui, il y a déjà 16 millions de personnes qui se connectent à Internet via leur téléphone. Il y en aura 40 d'ici 4 ans. C'est-à-dire que la majorité de la consommation d'Internet se fera par téléphone. Et ça représente un enjeu pour les collectivités, parce que de même qu'elles ont dû créer des sites Internet avec l'arrivée du web, désormais, elles doivent créer les services adaptés à ce nouveau support, ça veut dire créer des applications. Créer des applications, ça coûte cher, spécialement pour les grands comptes, et des applications, il y en a des milliers à créer avec les données qui sont possédées en interne. Donc l'intérêt de l'ouverture, finalement, c'est de permettre à des structures, à des développeurs, à des individus de pouvoir créer tous ces services en externe plutôt qu'en interne, là où elles ne sont pas assez valorisées. Donc il y a un exemple avec le concours organisé par Washington, qui était la première ville à organiser un concours d'animation. Ils se sont dit, bon, pour valoriser les données, on va créer un concours avec un enjeu de 50 000 $ et les meilleures applications seront récompensées à cette hauteur-là. Suite à l'ouverture de leurs données, suite au lancement de ce concours, il y a quasiment une cinquantaine d'applications qui ont été créées. Si ces applications avaient dû être financées par la ville elle-même, ça leur en aurait coûté 2 millions de $. Alors que là, elles ont simplement mis 50 000 $ en jeu. Donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu financier aussi bien au point de vue du développement de l'économie locale que des économies pour les collectivités. Le dernier point pour la partie économique, c'est qu'il y a une réelle valeur ajoutée sur le développement de l'économie, c'est la création des emplois. Avec là l'exemple de la Poste danoise, du Danemark, qui avait ouvert ses données et qui a sorti une étude en 2010 qui faisait le bilan finalement de cette ouverture. Qu'est-ce que ça a généré chez eux? Est-ce que ça a été positif, négatif? On a rencontré les représentants à Berlin. Ce sont les premiers enthousiastes désormais de l'ouverture des données. Ce sont de grands militants. Parce qu'ils ont constaté qu'en ouvrant leurs données, ils avaient permis de créer 48 entreprises. Avant, leurs données étaient certes accessibles, mais elles étaient payantes. Et il n'y avait que 2 structures qui utilisaient ces données parce que qui avaient les moyens de les utiliser, de les payer. Et finalement, en les ouvrant et gratuitement, ça a permis de créer 48 nouvelles structures, de créer 90 emplois et de générer des recettes fiscales supplémentaires pour les administrations, puisqu'il y avait les impôts sur ces sociétés nouvellement créées. Alors, ça c'était le tour sur l'enjeu économique. On a dit donc développement de l'économie locale, économie pour la collectivité, création d'emplois, etc. Maintenant, si vous n'êtes pas une entreprise, si vous n'êtes pas un développeur, vous pourrez penser, finalement, l'ouverture des données publiques, ça va peut-être pas me concerner. En réalité, si, en tant que citoyen nantais, en tant qu'usager, vous allez être concerné par l'ouverture des données publiques. Voilà le genre de choses qu'on peut faire avec les données publiques. Vous allez être concerné d'abord parce qu'il va y avoir des services qui vont être créés, des services qui vont vous simplifier la vie. Alors, ça peut être des services d'accessibilité ou de transport. Trouver le Biclou le plus proche avec la disponibilité des vélos. Le Biclou étant peut-être pas un bon exemple, on pourra parler des licences tout à l'heure. Il y a cette application sur l'accessibilité qui détermine le chemin le plus simple pour une personne à mobilité réduite pour aller d'un point à un autre en prenant en compte l'accessibilité, les rampes, etc. Aujourd'hui, cette application, elle fonctionne en mode contributif. C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui vont indiquer où sont les rampes d'accès, où sont les endroits faciles ou difficiles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux données. Donc, l'ouverture de ces données va pouvoir faciliter le développement de ce genre d'application et finalement, la mobilité. Un autre exemple, là c'est dans le domaine de la culture, une application qui a été créée à New York avec les données des bibliothèques. En ayant les données sur la liste des bibliothèques de la ville, sur la liste des livres
disponibles dans chaque bibliothèque. Avec ces données-là, on peut le recouper et créer une application qui vous permet de vous indiquer où se trouve la bibliothèque la plus proche qui possède le livre que vous recherchez. Donc, ça va permettre de créer des services, des usages sur des thématiques extrêmement variées, que ce soit le transport, culture, des domaines aussi variés que les domaines des thématiques des données qui seront ouvertes. Donc en tant que citoyen, vous allez pouvoir avoir accès à de meilleurs services sur le territoire. Une autre chose que l'on peut faire avec les données, c'est pas seulement pour les applications de téléphonie, c'est pas seulement pour les smartphones. Donc pour ceux qui n'en possèdent pas encore, ça va aussi vous concerner parce qu'il y a aussi des services physiques qui peuvent être développés. Là, c'est un exemple avec les horaires de bus de Boston. La ville de Boston a mis dans ses cafés et ses commerces de proximité des panneaux information voyageurs en temps réel. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'attendre le bus dehors dans le froid, sous la pluie ou sous l'abribus. Vous pouvez attendre dans le café du coin en sirotant votre chocolat chaud et vous savez que le bus va arriver d'ici 10 minutes. Et ce sont des données en temps réel, c'est-à-dire que ça ne prend pas l'heure à laquelle le bus devrait arriver, c'est vraiment l'heure à laquelle il va arriver. Une autre chose que l'on peut faire avec une donnée publique, c'est finalement développer la recherche. Les scientifiques sont de grands demandeurs et de grands consommateurs de données puisque c'est la base de leurs recherches et de leurs études. Donc ça va permettre d'alimenter aussi tout ce cycle-là. Mais ça permet également de sortir du cadre des laboratoires. Là, c'est un exemple avec un Britannique, Peter. Peter a découvert donc 4 exoplanètes, comme l'indique le titre, et pourtant Peter, ce n'est pas un astronome, il n'a même pas de télescope chez lui. Peter, il a simplement utilisé des données. Il a recoupé des données que la NASA avait mis à disposition pour en conclure que la différence de rayonnement de certaines étoiles correspondait à l'existence d'autres planètes. Donc il y a eu des découvertes grâce finalement à quelqu'un qui est juste un passionné. Et des passions, on en a tous. On a tous des thématiques sur lesquelles on va pouvoir travailler, contribuer bénévolement. Et l'ouverture des données publiques va pouvoir alimenter finalement toutes ces recherches, tous ces travaux-là. Donc l'ouverture aussi pour la découverte et pour la recherche. Il y a des choses un peu moins... où il n'y a pas besoin d'être mathématicien ou statisticien ou astronome. Aujourd'hui, avec Internet... Vous avez à disposition des outils qui permettent à tout un chacun de finalement créer des visuels ou des petits outils ludiques à partir des données. C'est-à-dire que chaque citoyen peut commencer à jouer avec un jeu de données. Là, c'est un exemple avec des données parisiennes sur les prénoms donnés aux nouveau-nés. Donc là, la personne en question a créé un nuage de tags avec les noms les plus populaires. On constate, Gabriel, Alexandre sont les prénoms les plus utilisés. C'est pas forcément très utile ou mais en tout cas c'est ludique, ça permet de jouer avec les données et puis il a fait un petit comparatif sur l'évolution de l'utilisation des prénoms Nicolas et Carla au fur et à mesure des années. On constate une nette diminution après 2007. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire avec un jeu de données et ça concerne tout le monde. Un autre intérêt sur l'ouverture des données, c'est la compréhension du territoire. Toujours sur les données parisiennes, quelqu'un a récupéré, donc là c'est un développeur, a récupéré les données sur les bureaux de vote, les résultats des élections par bureau de vote. Et ça lui a permis de mettre en ligne donc ces cartographies qui représentent donc à gauche la droite et à droite la gauche. En bleu, donc ce sont les bureaux de vote où la droite est passée. Et le centre est absent, voilà. Donc ça permet finalement avec ces petites manipulations d'avoir aussi une meilleure compréhension du territoire, de son fonctionnement et cela peut être fait par même des citoyens usagers lambda. Une autre chose qui peut arriver, qui va arriver avec l'ouverture des données, c'est le journalisme de données. Le journalisme de données, c'est une forme de journalisme qui ne se base plus sur les événements, mais va se baser sur les chiffres pour créer une histoire. C'est un mouvement donc, qui est largement en vogue dans les pays anglo-saxons puisqu'ils ont les données accessibles. Et vous avez en Angleterre le Guardian, qui est un journal qui fait du data journalisme. Donc il publie des articles
où ils écrivent des histoires tirées à partir de chiffres. Et en plus, à la fin de chaque article, il y a la base de données qui est disponible, que vous pouvez télécharger pour avoir la source même de l'inspiration de l'article. Et ce qui vient avec le data journalisme, c'est aussi la visualisation de données et l'infographie. Donc là, c'est un exemple de visualisation de données qui a été créé par le New York Times. C'est le budget de l'administration Obama pour 2012. Et en fait, sur 2009, la page la plus visitée du New York Times, ce n'était pas un article, c'était une visualisation de données. C'est ce que vont rechercher les internautes. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement rapide pour comprendre une information. Vous avez juste un visuel, là on voit que rapidement que voilà, la santé et le social, c'est une part importante du budget. Il n'y a pas besoin de lire un grand article où c'est accessible, compréhensible rapidement. En plus, cette carte-là, elle est interactive, vous pouvez cliquer dessus et avoir la décomposition ensuite du budget. Donc le journalisme de données, ça va permettre de traiter d'une nouvelle manière l'information et ça va permettre de générer de nouvelles pratiques professionnelles. Un dernier point, et je ne les aborde pas tous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais l'un des points qui va être mis en avant avec l'ouverture des données, c'est la vie démocratique. Il y a une étude qui a été réalisée donc, par le Pew Internet qui a démontré que les citoyens qui vivaient dans une collectivité où les données publiques avaient été ouvertes, ces citoyens-là, ils sont 3 fois plus satisfaits par leur administration que les autres citoyens. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça met en place finalement un système de confiance. Ça démontre qu'il y a un système de transparence qui génère de la confiance de la part des citoyens qui finalement vont être plus impliqués dans la vie citoyenne. Et à partir du moment où il y a ce lien qui est recréé, on va pouvoir entrer dans des systèmes de coproduction entre citoyens et collectivités. Un exemple de coproduction, c'est une plateforme qui relie les citoyens au service de la voirie. Le citoyen peut indiquer, voilà, il y a un problème, il y a un lampadaire qui est cassé, il y a une chaussée qui est à réparer. Il peut remonter l'information via une application ou via le site internet. Et cette information va être directement traitée par le service de la voirie. Alors, et qui en plus, derrière, va pouvoir indiquer, voilà, nous avons pris en compte la demande, à telle date, telle heure, ça a été rectifié. Donc là, on est dans une démarche où finalement, c'est le citoyen lui-même qui devient créateur de la donnée qui est traitée par la collectivité. Donc, quand on est dans une démarche de données, de culture de la donnée, de partage, on peut arriver jusqu'à la création d'applications telles que celle-ci, qui s'appelle Heart Attack. C'est pas très vendeur, mais c'est très efficace. Le principe, c'est relier le service des urgences aux personnes qui ont leur brevet de secourisme. Dès que les urgences reçoivent un appel en cas de malaise cardiaque, ils envoient un signal aux personnes qui ont leur brevet de secourisme, qui ont téléchargé l'application, et ces personnes vont avoir une indication, voilà, il y a un malaise à 200 mètres, à tel endroit, vous pouvez indiquer si vous pouvez aider cette personne-là. Alors bien sûr, ils envoient les urgences, mais ça permet d'avoir des secours plus rapidement également. Donc là, on est vraiment dans un système qui est permis, arrivé à ce stade-là, pour moi, c'est vraiment la dernière étape. C'est une fois qu'on est rentré dans un système de confiance, une fois qu'on est rentré dans un système de partage de la donnée et de culture de la donnée. Alors, on a vu, voilà, l'intérêt économique, l'intérêt social, on a vu le développement, l'innovation, on a vu les services, les usages. Et finalement, là, on est dans un scénario optimal de ce que peut générer l'ouverture des données publiques. Maintenant, des scénarios, il y en a peut-être d'autres. Et d'ailleurs, Daniel Kaplan, délégué général de la FING, a publié il y a quelques mois un article où il évoque des scénarios différents de l'ouverture des données. Ça serait et si l'ouverture de données, finalement, ça créait pas du lien, ça créait pas de la confiance, mais à la place, ça allait rendre les citoyens plus méfiants de l'administration. Si, par exemple, ils se rendaient compte qu'il y a une mauvaise gestion des ressources, que c'est pas réparti comme il faudrait, est-ce que ça va pas, au contraire, pénaliser la confiance en l'administration ?
Dans ces scénarios, il évoque également le fait que finalement, les données, tout le monde ne peut pas les comprendre, tout le monde ne peut pas y accéder, donc ça va créer une fracture. Voilà, il y a différents scénarios possibles. Moi, à la lecture de cet article, je me suis dit, bon, au pire, on va être dans la même situation finalement. Parce que le scénario qu'il évoque, c'est un scénario dans lequel on est déjà. Le manque de confiance des citoyens envers les administrations. On est dans un pays où 85% des Français ont plus confiance dans les ONG que dans leurs élus. La fracture, elle est déjà là. La fracture d'usage, on l'a déjà en termes de traitement de l'information. Aujourd'hui, les citoyens ne vont pas directement chercher les dépêches à l'AFP. Ils passent par des intermédiaires. Ils passent par les journalistes pour comprendre l'information. Et ça sera le rôle des journalistes de la traiter, de lui donner un sens. Donc, il y a des problèmes qui sont relevés dans cet article. Daniel Kaplan est un fervent défenseur de l'open data. Il les a pas relevés pour dire « attention, faut pas y aller ». Il les a relevés pour dire « attention ». Il y a différentes façons d'ouvrir et il y en a qui sont moins optimales que d'autres. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de tomber justement dans un système où finalement personne ne va s'intéresser à la donnée, où elle ne va pas créer des services, elle ne va pas créer des usages, elle ne va pas créer du lien. Et c'est là que cet article est intéressant. Donc je vais reprendre le cas d'un écosystème qui est l'écosystème que nous avons actuellement sur Nantes et qui est l'écosystème, on va dire, de base de l'ouverture des données publiques. Vous avez d'un côté la collectivité, vous avez la plateforme de données et cette plateforme, elle va finalement servir de ressource à ceux que j'appelle les valorisateurs, qui sont aussi bien des développeurs, des entreprises, des universités, journalistes. La liste n'est pas exhaustive. Mais voilà les formes de valorisation que vous pouvez avoir. Et ensuite, il y a la partie, donc tout ce qui est utilisation de cette information, des services créés, etc. et les plateformes de coproduction. Ça, c'est un écosystème de l'open data. Dans un scénario, on va dire, moins optimiste de Kaplan, finalement, on s'arrêterait à une plateforme de données, point. L'écosystème en dessous, il n'apparaît pas, il n'existe plus. Et c'est là que c'est un enjeu. L'ouverture des données publiques, c'est pas créer une plateforme. L'ouverture des données publiques, c'est créer des services, c'est créer des usages, c'est créer du lien. Et c'est pour ça que créer juste une plateforme de données, c'est limité. Non seulement c'est limité, mais les expériences à l'étranger ont déjà démontré que ça ne suffisait pas, qu'il fallait de l'animation derrière, qu'il faut de l'animation par secteur, qu'il faut de l'animation par valorisateur, qu'il faut créer ce lien et ça demande du dialogue. Si on veut quelque chose d'optimal pour la ville de Nantes, si on veut que les choses se mettent en place, qu'il y ait du lien, qu'il y ait des services, qu'il y ait des usages, il faut profiter justement du développement d'un écosystème de ce type et il faut l'animer. Alors, à Nantes, on a une originalité, c'est que l'écosystème, on l'avait avant d'avoir les données. Quand Rennes a ouvert ses données, personne ne savait ce qu'était l'open data en France. Donc l'écosystème, ils ont dû le créer après. Nous, aujourd'hui, sur Nantes, cet écosystème, ces développeurs, ces entreprises, ces écoles, elles sont déjà mobilisées, elles sont déjà prêtes pour mettre en valeur toutes ces démarches-là. Elles demandent qu'une chose, c'est à pouvoir avoir leur mot à dire sur les avancées, à pouvoir exprimer leurs besoins en termes de données. Certains ont des besoins en termes de données très spécifiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas les prendre en compte pour les mettre en priorité dans l'ouverture des données? Donc, il y a un dialogue à mettre en place et on a le potentiel sur Nantes pour faire en sorte que ça se passe de façon optimale. Le dernier slide, juste pour conclure, je viens d'en parler. C'était pour la partie unique, on va dire, c'est l'écosystème nantais qui est déjà là et c'est quelque chose d'unique. Avec l'ouverture des données publiques, il y a un valorisateur clé, le global, qui est le global, si vous voulez. Le point clé, c'est le valorisateur, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que les valorisateurs aiment le projet, qu'ils aiment la plateforme, qu'ils aiment les données, qu'ils aiment le projet pour s'investir dedans. Et ça, c'est essentiel parce que c'est eux qui vont créer les services, qui vont créer les usages. Donc ça passe notamment, et j'en profite puisqu'il y a quelques responsables dans la salle, ça passe notamment par avoir des licences les plus ouvertes possibles. Si vous passez par des licences restrictives, vous vous mettrez toute la communauté contre vous, alors que c'est elle qui est le centre de l'ouverture des données. C'est pas la plateforme.
c'est les valorisateurs. Donc il faut utiliser cette volonté qui est là, qui est sur le territoire et qui est prête à avancer dans ce sens-là pour créer des services et des usages afin de faire en sorte que cette ouverture soit finalement optimale pour Nantes. Je vous remercie. Merci Claire. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup d'envie de réaction, de questions, d'approfondissement. Mais comme annoncé, on va d'abord écouter Xavier Crouan, qui est précisément donc directeur d'information et de l'innovation numérique à Rennes et Rennes Métropole, qu'on remercie tout particulièrement d'être là ce soir parce qu'il se trouve qu'il est en vacances. Donc c'est également bénévolement qu'il est parmi nous. Et bien évidemment, on profite de l'expérience et du recul qu'a notre voisin sur cette thématique pour avancer un peu dans le concret, au-delà de l'intention qui est affichée aujourd'hui par Nantes et Nantes Métropole. Il y a peut-être eu des parcours, des recherches, des expériences plus positives que d'autres, dont on pourrait tirer quelques enseignements. C'est jaune ? C'est normalement pas jaune, mais c'est bien ce qui me semble. Voilà. Et c'est parce que ici ce sont les Canaries, donc. D'accord. Voilà. Non, ça c'est. Mais je n'ai pas qualifié d'ailleurs. Hein. C'est un problème de connectique, c'est quand on a changé la connectique, mais finalement c'est pas mal en jaune. Alors ce sera la version rennaise à la nantaise. Bon, je vais commencer en attendant qu'on fixe finalement la couleur à son importance, mais pas trop. Le sous-titre de ma présentation, c'est « Faire émerger l'intelligence créative ». D'emblée, vous voyez qu'on se place dans une logique de dynamique, une logique de fluide, et pas une logique soit d'émetteur ou de récepteur ou d'innovation technologique. C'est tout sauf ça. L'objectif, c'est clairement faire en sorte que finalement l'ensemble des acteurs du territoire, qu'on appelle les classes créatives, les entrepreneurs et autres étudiants, puissent s'inscrire dans une dynamique de création et d'innovation. Et c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu, et finalement l'open data n'est qu'un des leviers. Il y a bien d'autres leviers pour y arriver, mais on a considéré, nous en tous les cas, que l'open data était un des leviers, un des moyens pour y arriver, mais pas que le seul. Donc c'est une décision que nous avons prise effectivement à Rennes il y a 1 an, et nous l'avons pris en 48 heures. Donc ça s'est déroulé un vendredi soir, et le lundi matin, le maire président prenait cette décision et on l'annonçait à Paris lors d'une séance de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et à partir de là, on a simplement énoncé le fait qu'on allait ouvrir des données publiques, on ne savait pas lesquelles, on allait lancer un concours, on ne savait pas comment, on allait mettre 50 000 € sur la table, on n'avait pas le financement, et voilà, on s'est dit, on part sur cette dynamique-là. Et vous allez voir que dans cette approche-là, c'est une approche aussi de rénovation du management public qu'on essaye d'impulser, d'innover. Là aussi, ce n'est pas que l'open data, c'est aussi la manière de travailler qu'on essaye effectivement de rénover, faire en sorte que finalement la création ne soit plus l'émanation de superstructures ou d'institutions, mais qu'elle peut émaner aussi du territoire et des acteurs du territoire, et que dans cette coélaboration finalement de services qu'on va appeler publics, mais peut-être qu'il faut renommer cette notion de service, ces services du territoire, en tous les cas il peut y avoir une logique de coélaboration avec d'autres acteurs et pas uniquement l'institution. Alors, moi je suis quand même assez étonné de la résonance médiatique que l'open data a eue en France. On l'a lancé effectivement en février, il y a tout juste 1 an, et le bruit médiatique que l'on mesure à Rennes sur l'open data est 10 fois supérieur à des bruits de projets architecturaux majeurs comme Jean Nouvel à Rennes. Donc ça veut dire que on a fait 10 fois plus de bruit en un trimestre sur l'open data que l'annonce de Jean Nouvel, d'un projet architectural de Jean Nouvel à Rennes. C'est tout simplement incroyable, et on se demande pourquoi. Alors j'essaye d'expliquer un peu les raisons pour lesquelles
il y a aujourd'hui cette résonance médiatique. C'est pas pour rien en fait, c'est pas simplement un effet de mode, je crois pas. Tout d'abord, le premier élément, c'est le fait que l'Internet via la téléphonie mobile va devenir largement majoritaire dans les mois et les années à venir. Le cabinet IDAT estime que 85% en Europe de l'accès à l'Internet se fera via les téléphones mobiles d'ici 2015. 85%. Donc ça veut dire que d'ici 2012 ou 2013, déjà la majorité de l'accès à l'Internet se fera via les téléphones mobiles. Et ça a une modification, ça entraîne une modification très importante des comportements. On estime qu'il y a eu 8,2 milliards d'applications qui ont été téléchargées en 2010. Il y en aura 17 milliards en 2011 au niveau mondial. 17 milliards d'applications téléchargées. Donc on est sur des phénomènes qui sont considérables. Et ça entraîne cette logique de l'accès à l'Internet via la téléphonie mobile, des nouveaux comportements en termes d'usage. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le maintenantisme, on est aujourd'hui, on veut une information immédiatement, instantanément, là où je suis, quand je veux. On n'est plus dans une démarche de recherche d'une information potentielle sur Internet. On est dans un lieu, on est dans une temporalité, eh bien on veut cette information immédiatement et tout de suite. Et d'ailleurs, les durées d'attente tendent à se réduire drastiquement et qu'il y a une très très grande impatience aujourd'hui de la part de tout à chacun, de vous et de nous. Ça explique aussi d'autres phénomènes. Le maintenantisme, c'est aujourd'hui la consommation extrêmement rapide qu'on connaît à travers la biture express, le binge drinking, la consommation d'alcool immédiate, instantanée, que les jeunes pratiquent sur le territoire rennais et d'autres territoires. C'est cette logique de plaisir immédiat, instantané, et donc cette logique aussi de consommation de l'information immédiate, elle se retrouve à travers finalement cette résonance autour de l'usage de l'Internet mobile. Mais c'est d'autres phénomènes aussi auxquels on est confronté finalement et qui émergent. C'est cette dynamique de transparence qu'on a évoquée ici ou là, de plus en plus forte, de plus en plus grande, de la part des citoyens. Et aujourd'hui, vous avez par exemple le site nosdéputés.fr organisé par des citoyens, un regard citoyen, qui est un regroupement de personnes qui cherchent à mesurer du coup le temps de présence de chaque député, le nombre de questions posées, le nombre de rapports édités, etc. Et donc vous avez comme ça une analyse député par député de ce que font les députés à l'Assemblée nationale. Alors on peut le critiquer, on peut ne pas être d'accord. C'est en tout cas quelque chose qui se fait et qui va être de plus en plus important. Vous avez également des sites internet qui aujourd'hui, à partir de la libération des données, notamment budgétaires en Angleterre, qui organisent la représentation budgétaire de l'État anglais, avec une forme de représentation du budget. Avec un site qui s'appelle Where Does My Money Go, donc qui mesure effectivement là où va l'argent entre guillemets de l'État anglais. Transparence, mais aussi participation. On le sait bien, nous sur nos territoires, il y a de plus en plus de participation, de volonté de participer à la décision politique, voire même à s'auto-organiser pour être soi-même organisateur de changement. C'est l'exemple des villes en transition. Ce sont des villes qui imaginent l'après-pétrole et qui imaginent, quand on dit les villes, ce ne sont pas les institutions, ce sont les citoyens. Et là, c'est l'exemple d'une ville dans le sud de l'Angleterre. Un tiers des citoyens, des habitants de cette ville se sont organisés autour d'une trentaine de groupes de réflexion pour se dire, mais concrètement, comment on peut faire pour imaginer l'après-pétrole? Et donc, on va imaginer les circuits courts, on va imaginer des nouvelles formes de transport, on va imaginer de nouvelles formes de collaboration inter-habitants pour essayer de moins consommer et d'imaginer autre chose. C'est aussi les wikis territoriaux qui émergent ici ou là. Vous en avez à Brest, vous en avez en Manche, vous en avez donc à Rennes. Ce sont des espaces, vous connaissez
tout ce que Wikipédia, et bien là c'est la même chose à l'échelle d'un territoire où les habitants en fait expriment leur vision du territoire à travers une plateforme collaborative. On pourrait en citer plein d'autres exemples autour de cette participation, cette volonté de la participation, et ça met finalement la donnée publique au cœur d'un système qui est dans une interaction entre le politique, le citoyen, habitant ou usager en fonction de son statut, et puis l'administration. Et là, on doit organiser un peu cet écosystème. Que ce soit la e-démocratie à travers la dynamique participative, que ce soit à travers le e-service, considérer l'institution comme une structure qui délivre du service, et puis il y a une e-administration à un moment donné qu'il faut aussi organiser. Alors, je le disais tout à l'heure, en fait, c'est une des conclusions qu'on tire de l'ouverture des données publiques, et je vais être un tout petit peu plus concret tout à l'heure, c'est que ça génère aussi des nouveaux modes de management public. Aujourd'hui, on n'est plus dans une logique où, et on le voit bien d'ailleurs un peu partout dans le monde, il y a effectivement nos gouvernements qui essayent de résoudre la problématique planétaire, et puis en fait un peu partout en France, en Europe et dans le monde, on voit apparaître des micros initiatives qui essayent de réinventer ce vivre ensemble. Eh bien, est-ce que le rôle de l'institution, est-ce que le rôle du management public n'est pas là effectivement pour mettre en scène, favoriser l'éclosion finalement de ces nouvelles initiatives qui émergent ici ou là, et ça modifie cette relation au territoire et à l'institution. Et en tous les cas, nous on croit beaucoup à cette logique de finalement de faire en sorte que ces classes créatives, c'est-à-dire ces gens qui vont imaginer la société de demain, puissent trouver résonance par un accompagnement, une facilitation de l'institution. Et c'est plus l'institution qui va finalement construire ce vivre ensemble, mais qui va permettre l'éclosion en fait de ce vivre ensemble, de ces initiatives. Et ça, nous en tous les cas sur Rennes, mais dans d'autres territoires, on croit beaucoup à ces démarches-là. Et finalement, votre initiative aussi est là pour le démontrer qu'il y a une collaboration. On n'aurait jamais pu imaginer ça il y a 10 ans, quoi. Finalement, cette collaboration de la vision à 30 ans avec les habitants, les usagers, les citoyens, c'est quelque chose effectivement aujourd'hui que tout territoire se doit de faire, et vous êtes exemplaire dans cette démarche, et donc il faut continuer à imaginer cette approche-là. On peut plus imaginer simplement la vision d'un territoire uniquement d'une vision à partir d'une classe politique isolée, mais bien dans une collaboration, une co-participation avec les habitants, les citoyens, les usagers. Alors ça signifie que on imagine aussi d'autres formes d'innovation publique, dans le sens où en fait l'innovation c'est aussi une rupture par rapport à un ordre social, un ordre juridique, un ordre économique, et que il faut être en rupture avec ces ordres établis pour être dans l'innovation. Parfois, certains disent il faut être en transgression. Et typiquement, l'ouverture des données publiques telle que nous on l'a entreprise à Rennes, il y a un an, personne n'en parlait ou très peu. Et on a été en transgression. On a été dans une démarche où on a vraiment innové sur plein de plans. On n'avait pas toutes les réponses à toutes les questions qui se posent et qui se posent légitimement, mais on s'est dit, eh bien, si on veut innover, il faut être en transgression avec un certain nombre d'ordres, et on va bousculer qui des services, qui des élus, qui des aspects juridiques ou des aspects économiques, mais on a cette intuition, on va travailler dans une démarche de design, c'est-à-dire que le syndrome français, c'est de se dire on va arriver au 100% ready, au 100% réalisé, parce que c'est notre mentalité d'ingénieur à la française, alors que les Anglais sont beaucoup plus dans une démarche de dire on a une idée, on a une intuition, on est dans une version bêta, on va designer cette approche-là, on va tester et on accepte l'échec. On accepte l'échec, la potentialité de l'échec, mais on mise tout pour une démarche de la réussite. Mais en tous les cas, on instruit notre approche en se disant que
notre premier produit ou service qu'on va designer va s'améliorer dans le temps. Et on l'inscrit dans cette démarche-là en se disant, on est capable d'accepter aussi d'arrêter notre approche. Et on a lancé, nous, à Rennes, un certain nombre d'initiatives. Je pourrais vous en parler tout à fait honnêtement en disant, ben voilà, il y a eu des échecs à Rennes sur l'innovation numérique, mais ça fait partie de la démarche. Et les élus ont aujourd'hui accepté cette logique, ce nouveau management public, cette innovation publique qui est en rupture avec des ordres établis pour essayer d'être dans une transgression pour faire évoluer cette société qui a besoin d'évoluer. Certains sociologues parlent de post-modernisme, qui disent on est en train de changer de civilisation. Je regardais encore regardez un peu les revues de presse. Si vous allez au marchand de journaux, vous verrez effectivement l'Occident est terminé, le monde de demain c'est l'Asie. Enfin, les titres des journaux aujourd'hui sont incroyables. Eh bien, les sociologues l'ont déjà perçu depuis un certain nombre de temps. On est en train de changer de civilisation. Donc, il y a une autre civilisation qui est en train de naître, une autre société qui est en train de se créer. Eh bien, institutions, nous, on doit être là pour révéler finalement ces signaux faibles qui émergent aujourd'hui de cette société. Et c'est notre nouvelle mission. Donc, on devient, nous, direction de la communication, des acteurs de la transformation publique, des acteurs de la transformation de la société. Ce qui est un champ nouveau. Auparavant, une direction de la communication d'une institution comme Rennes ou Nantes, on a un devoir d'informer des décisions politiques, on a une mission de communication, c'est-à-dire de valoriser un certain nombre de politiques publiques. Et bien, aujourd'hui, je crois qu'il y a une nouvelle dimension, c'est d'accompagner ce changement de société dans lequel nous sommes. Et il n'y a pas que nous qui le disons, il y a vraiment effectivement la plupart des sociologues et des économistes qui l'expriment. Alors, donc tout ça pour vous dire que on n'est pas dans un effet de mode, que l'open data, pourquoi il y a cette résonance, c'est parce que ça s'inscrit dans des fondamentaux de la société aujourd'hui, de transformation de la société, et ça participe à cette rénovation aussi du management public. Alors, Rennes Métropole en accès libre, juste 2 mots parce que c'était un peu la démarche. Donc 50 000 euros. Dans une démarche, vous le voyez à travers tous les logos qui sont un peu jaunes et un peu hauts, mais j'ai inscrit cette démarche-là dans une démarche collaborative avec un certain nombre de partenaires qu'ils soient nationaux ou locaux, pour inscrire cette dynamique, non pas dans une dynamique institutionnelle, mais dans une dynamique participative, collaborative, interpartenariale. Pourquoi ? Parce que finalement, on se dit que la démarche n'est plus une démarche verticale, c'est une démarche horizontale, et qu'il faut effectivement instruire tous nos projets maintenant dans une démarche partenariale avec des partenaires comme l'université, comme les zones d'activité, comme Ouest France, comme comme Keolis, la région Bretagne. Il y a à la fois des partenaires institutionnels, mais il y a aussi des partenaires privés. Alors, 50 000 euros, c'est un budget globalement de un peu plus de 100 000 euros, cette opération. Dans notre budget prévisionnel, je dis ça pour les administratifs ici, quand on a démarré en 2010, on n'avait pas un centime, donc et on n'a pas eu de budget supplémentaire. On a simplement fait en sorte que sur ces 100 000 euros, l'institution ne paye que 20 000 euros à peu près. Le reste, c'est financé par des partenariats. Donc voilà, on va faire un retour sur investissement assez rapide. Vous voyez, il y a plus de 50 applications qui ont été développées. Alors, j'irai pas jusqu'aux 2 millions d'euros évoqués tout à l'heure, mais si on estime qu'une application, c'est à peu près 20 000 euros, c'est une moyenne pour une petite application. 50 applications, en admettant qu'il y en ait la moitié qui peuvent être un peu redondantes, vous êtes effectivement à 25 fois 20 000 euros, vous êtes à 500 000 euros de valorisation pour l'institution, pour 20 000 euros investis. Nonobstant, la campagne d'image que ça a généré pour Rennes, puisque effectivement Rennes ayant été la première institution à le faire en France, eh bien on a bénéficié d'une résonance médiatique incroyable, et que c'est l'équivalent d'une campagne de communication de 500 000 euros. Donc globalement, on estime que pour 20 000 euros investis, on a eu un retour sur investissement d'1 million d'euros. Donc, on a libéré, je vais vous passer rapidement les données que nous avons libérées. Ce sont des données aussi bien en temps réel qu'en données statiques autour du vélo. Ce sont des données en temps réel et données statiques aussi par rapport à l'ensemble du réseau transport, bus, mais aussi parc relais, points de vente, information trafic mis à jour.
C'est toute une série de données autour de l'information géographique. Ce sont des données que nous disposons, les plans de ville, mais les horodateurs, les espaces verts, les équipements sportifs. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant les services viennent me voir en me disant au fait Xavier, j'ai pensé, j'ai des super données là, j'y avais pas pensé, mais en fait elles pourraient tout à fait intéresser. Et en l'occurrence c'était les espaces verts, c'était les implantations des différentes typologies de roses dans un jardin qui s'appelle le jardin du Tabor. Et donc on peut faire des parcours de découverte, des roses, mais c'est aussi des équipements sportifs, c'est aussi des systèmes autour de l'accessibilité, donc de l'espace public, trottoirs surbaissés, surface podotactile, vous savez, pour les personnes malvoyantes, mais aussi escalier sur voie, signal lumineux pour les malvoyants, etc. Et puis nous éditons tous les ans un ouvrage qui fait 600 pages, qui recense 1500 organismes, tous géolocalisés dans une base de données, avec toute une série d'informations pratiques, horaires, lieux, contenus et sites internet, téléphone. Toutes ces données ont été ouvertes. Et donc vous avez là effectivement l'adresse du site internet qui en termes de stratégie sur 2011, donc juste sur le concours, vous pouvez voter en ligne sur les 50, il y en a 43 pour être précis, 43 applications. Donc vous pouvez voter en ligne jusqu'au 15 mars sur cette adresse internet. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil où on présente l'ensemble de la démarche. Et le 30 mars à Rennes, à la cantine numérique, on promulguera les résultats. Donc vous êtes aussi cordialement invités. Et vous pouvez télécharger sur le site l'invitation si vous souhaitez y venir. Et donc on promulguera les résultats. Alors ce qui est intéressant de dire, c'est que les forces créatives, on a souhaité effectivement travailler avec la cantine numérique, qui est le lieu effectivement qui d'échange. La vôtre a été inaugurée au mois de février, la nôtre a été juste un tout petit peu avant, au mois de novembre. Eh bien, la cantine numérique rennaise a décidé d'utiliser l'ouverture des données publiques comme thème central de leur année 2011 dans une démarche participative. Donc là, on fait rencontrer des développeurs, on fait rencontrer des entreprises, on fait rencontrer des designers, on fait rencontrer des habitants, des étudiants autour de ces questions-là pour essayer de réfléchir ensemble. Et donc c'est cette dynamique-là qu'on est en train de mettre en place, qui demande du temps, qui demande de l'animation, mais qui est essentielle. Encore la semaine dernière, j'animais un barcamp autour de ce sujet. Un barcamp, c'est-à-dire un lieu de rencontre à la cantine où effectivement on échange et on essaye de coélaborer finalement des nouvelles idées à partir du concept de l'ouverture des données. Donc donc c'est une démarche qui est extrêmement positive, perçue comme telle, extrêmement dynamique, qui crée de la valeur, mais qui crée pas une cité radieuse non plus. Donc soyons prudents, c'est un des éléments, un des leviers. Là, on est un peu enthousiaste parce que il faut être enthousiaste quand on veut essayer de convaincre, mais on crée pas une cité radieuse. On n'est pas là pour se dire on révolutionne, tous les systèmes, etc. Non, c'est une approche, c'est un élément supplémentaire, un outil supplémentaire dans les politiques publiques pour essayer d'animer le territoire et faire en sorte que il n'y ait pas que l'institution à réfléchir au vivre ensemble. Ça s'inscrit dans une logique où le numérique devient finalement un élément d'une politique sociale. C'est-à-dire que on n'est pas dans une démarche d'innovation technologique, vous l'avez vu, on parle pas de technique, on parle simplement de vivre ensemble et on essaie de rendre accessible finalement le territoire à un plus grand nombre à travers des nouvelles approches. Et contrairement à ce qu'on a vécu entre 2000 et 2010 où l'informatique a été générateur de rupture sociale, là avec le numérique, on parle plus effectivement de rupture sociale. Au contraire, le numérique facilite l'accès à des personnes qui sont peut-être même plus en difficulté à finalement à ces nouveaux services. Et on pourrait citer d'autres exemples comme les écrans tactiles, etc., qui permettent notamment aux personnes du troisième âge de rentrer beaucoup plus dans une relation avec des représentations numériques du territoire
que l'ordinateur ne pouvait le faire. Donc on voit aujourd'hui, au contraire, le numérique devenir un outil social, un outil relationnel beaucoup plus puissant que l'informatique ne l'a été. Donc pour nous, à Rennes, c'est ça, c'est inscrire le numérique dans une dynamique sociale pour faire en sorte que il y ait plus de monde à sortir, puisqu'on dit que sortir, c'est s'en sortir. Merci. Merci beaucoup. Première petite question traditionnelle pour tous les deux. Il y a beaucoup de prises de notes dans la salle. On a l'habitude de vous réclamer vos supports et vos présentations pour les mettre en libre téléchargement sur le site du Conseil de développement. Ça devrait pas poser de problème. J'imagine que ceux qui sont arrivés à cette réunion avec un grand point d'interrogation dans l'esprit en sont à un niveau maintenant où l'ouverture des données publiques est devenue en l'espace d'une heure. Je pense qu'on n'a pas tellement dépassé une heure pile poil depuis le début des interventions, comme une évidence. Alors c'est vrai que à Nantes, on a en parallèle, dans nos réflexions, notamment au Conseil de développement, cette démarche prospective que vous avez évoquée, qui est Ma ville demain, Nantes 2030, et on a presque directement envie de se dire, ah mince, à Rennes, c'est déjà en place, aujourd'hui, on réfléchit à l'avenir à Nantes, qu'est-ce qu'il en est? Donc ma première question, histoire de lancer le débat, et après le micro circulera parmi vous, sera pour toi, Claire. Aujourd'hui, donc Libertic a été le fer de lance justement à Nantes du lancement de cette démarche, de l'ouverture des données publiques. Qu'est-ce que Libertic attend concrètement de la ville de Nantes Métropole aujourd'hui pour que cette ouverture se fasse le mieux possible? Alors, je voudrais juste revenir sur le processus d'ouverture. C'est vrai qu'on a beaucoup milité, on a animé des conférences, on a fait beaucoup de rencontres pour essayer de sensibiliser les gens, mais c'est pas Libertic qui a ouvert les données. Et c'est un travail global parce qu'il y avait des personnes en interne dans les administrations qui travaillaient aussi également pour essayer de faire en sorte que ça arrive. Mais évidemment, elles étaient bloquées tant qu'il n'y avait pas une décision politique. Donc c'était finalement un travail déjà de coproduction en amont pour arriver à cette ouverture. Après, pour le reste, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Excuse-moi, j'ai oublié la question. C'était... Quelles sont les attentes immédiates en disant aujourd'hui, on sait que ça a été annoncé, il y a une intention claire de la part du président de Nantes Métropole, donc effectivement, comme tu l'as souligné à l'instant, une intention politique ferme d'aller progressivement vers une ouverture des données publiques, en commençant par certaines typologies de données. Il y a des débats en cours. Voilà. Quelle est la suite des préconisations? On pourra peut-être discuter tout à l'heure avec Xavier Crouan justement des échecs d'être allé dans certains sens, puis d'avoir fait marche arrière pour se dire bon bah c'est pas comme ça qu'on fait, on va plutôt aller dans ce sens-là. Bon, j'aimerais avoir ton analyse là-dessus et ton point de vue. Déjà, on a entendu donc les décisions, on sait qu'il y a des choses qui se passent, mais on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe et pour l'instant on n'a pas encore vu finalement d'action. Donc on attend finalement la concrétisation de cet engagement-là. On aimerait faire en sorte que ça se fasse dans un mode participatif avec les acteurs du territoire parce qu'ils sont en demande. Ils ont des jeux de données sur lesquels ils aimeraient bien travailler. Il y a des citoyens qui souhaiteraient avoir certaines informations. Il y a des choses qu'on peut mettre en valeur. Et surtout, on peut profiter de l'expérience de ces valorisateurs et de leur savoir, parce qu'on est sur le point de créer un outil avec la plateforme qui a quand même pour objectif de leur faciliter le travail. Donc autant prendre leurs considérations en compte dès le départ et créer ce dialogue à partir de maintenant entre l'administration et les administrés. Il s'est passé quelque chose d'assez spécial. Quand on faisait nos démarches, on rencontrait aussi bien l'administration et on voyait bien qu'ils étaient un peu réticents pour certaines personnes à l'idée d'être dans un mode de coproduction, de participation. Pourquoi? Parce que les seuls retours qu'ils ont d'habitude, c'est les retours de mécontentement. Donc évidemment, la participation, à partir de là, ça n'a pas une image forcément très positive en interne. Et pourtant, ils disaient, mais les gens, on aimerait bien qu'ils comprennent qu'on fait vraiment du travail en interne, qu'on avance, mais c'est pas assez valorisé, ils le voient pas, ils comprennent pas. Et de l'autre côté, il y avait les acteurs du territoire qui nous disaient, mais pourquoi est-ce que vous voulez aller leur demander les données? Enfin, c'est l'administration, c'est un gros outil, c'est quelque chose qui va prendre du temps à avancer. Enfin, c'est autant récupérer des données, commencer à avancer. C'est pas exactement la démarche de l'open data qui est une démarche de coproduction. On va aller leur demander. Et le jour où on est revenu vers les acteurs en leur disant, voilà, Nantes va ouvrir ses données,
Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, mais c'était complètement physique. Ils sont passés d'une idée, l'administration déjà, elle nous écoute pas, elle ne prend pas en compte notre parole, ça sert à rien, etc. Ah tiens, mais ils peuvent nous écouter, ils peuvent commencer à mettre des projets en cours qui vont nous faciliter la vie, ils peuvent nous écouter. Enfin, c'était leur perception qui a complètement évolué là-dessus. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là, et je pense qu'il serait intéressant de continuer à finalement renforcer ce lien-là. Donc ce qu'on attend, c'est en effet des avancées, que ce soit un peu plus concret, un peu plus visible, et que ça soit, si possible, en forme participative, parce que c'est la particularité de Nantes aussi. L'ouverture de Nantes, c'est la seule ville où il y a eu une ouverture à partir d'un mouvement citoyen. Il y a eu ce mouvement-là avant. Et c'est une particularité qu'on peut mettre en valeur pour aussi valoriser le territoire. Comme l'a dit M. Crouan, l'open data, c'est un outil de communication extrêmement puissant. À partir du moment où on va ouvrir, on a vu qu'il y avait une dizaine d'autres villes qui se lançaient. Il faut qu'on mette un point d'accent, une particularité en avant pour que les gens s'intéressent au projet. Et notre particularité, c'est justement ce mode participatif. Oui. Ma question va porter sur... Enfin, va vous interpeller tous les deux. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste commencer par te présenter? Dieudonné Siwa, du Conseil de développement citoyen volontaire. Mais c'est très bien. Okay. Bon, comme ça, chacun sait qui parle. Ouais. Je voulais intervenir. Il y a certains mouvements qui militent en faveur de la gratuité. De la gratuité de ces données. Et là, ça pose problème parce que on estime que, quelque part, on estime que c'est l'argent du contribuable qui a contribué à créer ces données. Et on voit très mal mettre ces données à la disposition d'entreprises privées, d'autant plus que tout à l'heure, vous nous avez montré ce que ça pouvait rapporter en termes économiques. Et on donne à côté l'exemple des terrasses de café, qui payent, qui sont des contribuables, qui payent normalement. Exactement. Qui participent à l'entretien des routes et qui payent quand même pour mettre des terrasses voilà. Sur ces routes. Je voulais savoir, en ce qui vous concerne, vous vous situez de quel côté? Ça, c'est la première question. Et je voulais interpeller Cédric de Rennes pour lui demander si à Rennes, vous avez rencontré ce problème également. Je vous remercie. Je vais vous laisser commencer, Monsieur Crouan, parce que vous avez l'expérience et qu'il y a eu une évolution à Rennes, donc ça serait intéressant de voir pourquoi, comment. C'est un sujet qui fait débat, visiblement. Ici, il n'a pas trop fait débat à Rennes. Pourquoi ? Parce qu'on est parti du principe que il fallait en fait développer l'usage. Et que pour développer l'usage, il fallait enclencher une dynamique. Pour créer du vent, il faut un système de dépression et que le courant d'air naît du courant. Et donc, il faut créer un appel, un vide quelque part, pour qu'il y ait un mouvement. Et que de l'usage naîtrait... Pour créer l'usage, ça c'est le principe, pour créer l'usage, il fallait effectivement que nos données soient gratuites parce que si elles n'étaient pas gratuites, on aurait eu du mal à créer cet usage. Et notamment parce que notre cible prioritaire, c'est ce qu'on appelle la classe créative. Ça fait partie de notre positionnement et on souhaite faire en sorte que les étudiants, notamment, soient effectivement des acteurs d'aujourd'hui et pas simplement d'après-demain. Et donc qui s'ancrent dans le territoire, et donc comment les amener à être des acteurs de cette nouvelle économie de la connaissance, du savoir, c'est les mettre les pieds à l'étrier immédiatement. Et donc il faut qu'on ouvre ces données pour permettre cette réutilisation et de manière gratuite, et que de cette dynamique peut se créer une dynamique économique. Considérer que la dynamique économique se créera par la vente de la donnée. En tout cas, nous, à Rennes, on a considéré que les données n'avaient pas suffisamment de valeur, entre guillemets,
sur le plan local pour créer suffisamment de valeur pour que le fait de les rendre payantes génère du frein à la réutilisation. Et on a préféré finalement ouvrir ces données. Ceci dit, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf, et je comprends que peut-être sur un plan national, la question se pose de se dire qu'il y a certaines valeurs, et il y a une agence du bien immatériel de l'État qui a été créée en 2007 pour réfléchir à ces questions-là, la PIE, parce que effectivement, si on prend l'exemple de la marque Louvre, elle a été vendue au Qatar, je crois que c'est 500 millions d'euros, enfin un chiffre important. Donc le bien immatériel, la marque, peut avoir une valeur de la manière que les données du Louvre, en admettant qu'on les rende accessibles. Les grands acteurs mondiaux ne sont pas des acteurs français, voire même européens, ce sont des acteurs américains qui iraient puiser comme ça une valeur immatérielle et là, eux, ils ont les moyens et les outils pour la valoriser et du coup en faire effectivement une activité économique. Et donc la création de valeur serait sur un territoire américain et pas sur un territoire français ou européen. À partir de données européennes dont on a mis des années à créer et à valoriser. Donc il faut pas être naïf. Je crois qu'il faut savoir aussi, comme partout, trouver le juste milieu et s'interroger si certaines valeurs ont plus d'utilité et à être libérées gratuitement. En fonction d'un usage qu'on imagine, puis d'autres au contraire, on se dit effectivement qu'on doit pouvoir en tirer une certaine valeur. Sauf que la directive européenne transcrite en droit français par une ordonnance de 2005 dit clairement que l'institution ne peut pas créer de la valeur économique à partir de la vente de la donnée. Elle ne peut simplement que recouvrir les frais qu'elle a engendré pour créer cette donnée. Et donc, c'est important. C'est-à-dire que le législateur a dit clairement que la donnée ne peut pas être génératrice d'un flux économique. Elle peut être simplement génératrice d'un recouvrement de frais engendrés par la création de la valeur. Après, comment on définit les frais liés à la création de la valeur, ça c'est autre chose. Mais vous voyez que le législateur a quand même mis un plafond, quoi. Il a dit, clairement, vous pouvez pas faire, effectivement, ça peut pas être une source de revenus supplémentaires. Vous pouvez simplement couvrir vos frais, quoi. Donc les frais, ça peut être du temps serveur, ça peut être de la bande passante, ça peut être etc. Mais ça veut dire que c'est pas une création, c'est pas un nouvel impôt qu'on peut créer là. Au niveau national, là, on peut imaginer des systèmes d'indemnisation en fonction d'un certain nombre de critères, c'est-à-dire que on peut se dire au-delà d'un certain nombre de requêtes par jour, eh bien vous payez. En dessous, c'est effectivement gratuit. Comme ça vous donne effectivement un usage peut-être beaucoup plus citoyen gratuit. Et puis en revanche, effectivement, tous ceux qui sont dans une démarche purement commerciale, à ce moment-là, ils peuvent payer quand on est au-delà d'un certain seuil, quoi. Donc il y a des systèmes à imaginer, à inventer, et tout ça est en train de s'inventer, quoi. En réalité, ça va être juste complété, puisqu'on est d'accord sur les principes, qu'il y a des questions qui se posent, que pour l'instant, en réalité, elles sont pas là concrètement. C'est-à-dire, pour l'instant, il s'agit tout d'abord de mettre en place un système de valorisation. Il s'agit de créer tout cet effet-là, cet appel d'air, comme vous disiez tout à l'heure, et ça passe par la gratuité. Alors après, quand il y aura des coûts qui peuvent être conséquents avec les requêtes, avec le serveur, etc., en effet, on pourrait se poser la question. C'est pas le cas maintenant. Pour l'instant, nous on dit avançons déjà. Ensuite, quand on sera à cette situation-là, donc comme l'a rappelé Monsieur Crouan, les collectivités ne pourront pas faire de bénéfices sur la vente de données. Elles pourront recouvrir les frais. Ces frais, aujourd'hui, ils sont déjà payés par le contribuable. Après, je crois on a écrit un article, je l'ai publié il y a 2 semaines, qui s'intitulait « Pourquoi les données publiques devaient être gratuites ». Donc vous avez déjà la position dessus. Et où on rappelle la loi, etc., différents arguments. Mais le dernier point, c'était... excusez-moi, je me souviens plus. C'était la mise à disposition... Ah oui, c'était sur l'idéologie. Je faisais un rapprochement. En fait, j'avais regardé les commentaires sur les forums des positionnements, des différents positionnements pour et contre.
Et je m'étais rendu compte que finalement, c'était quand même une approche très politique. C'est-à-dire que les personnes qui considéraient que les entreprises étaient des entités commerciales, étrangères, multinationales qui étaient dans des paradis fiscaux, ceux-là avaient plus tendance à dire, ceux-là, faut les taxer. Et d'un autre côté, ceux qui considèrent les entreprises comme des entités créatrices de richesses et d'emplois, ceux-là disent, il faut favoriser leur développement, et dans ce cas-là, il faut favoriser la gratuité. Donc il y a vraiment un questionnement finalement sur le rôle de l'entreprise dans la société. Nous, on considère que c'est en effet un créateur d'emplois, de richesses, et que le citoyen est aussi employé ou entrepreneur. Donc finalement, est-ce que ça va pas tout dans le même sens ? Nous, on a favorisé la gratuité pour l'instant, les questions se poseront ensuite. Oui, bonsoir, Frédéric Vasse. Moi, je suis aujourd'hui conseiller auprès du maire de Nantes et j'ai eu la chance dès le mois de janvier, puisque j'ai démarré au mois de janvier, de m'occuper de ce premier dossier qui était l'open data à Nantes. Et visiblement, c'est moi qui ai un peu allumé le feu sur ce débat qui a été repris par un site Numérama à Nantes. Mais je trouve que le débat, quand je dis le feu, j'exagère évidemment volontairement, parce que je trouve que le débat, on l'a vu tout de suite autour de Xavier et de Claire, le débat est quand même drôlement intéressant, drôlement important. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'ensemble des questions philosophiques posées par la question de l'ouverture des données publiques. Et je reviendrai donc dans l'ordre, et en même temps je donnerai des informations à travers Claire, parce qu'elle n'est pas seule. Ils sont nombreux à s'être battus depuis des mois à Nantes pour l'ouverture des données publiques, sur où nous en sommes à l'échelle de l'institution, parce que les choses avancent, je voulais vous rassurer ce soir. Mais sur les questions qui se posent, moi j'en retiens 2 ou 3 comme ça pour pas redire ce qui a été dit par Xavier, notamment dans l'exemple rennais. On ne peut pas considérer que l'ouverture des données publiques, c'est une question technique pour une collectivité. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, l'histoire assez récente finalement, des derniers mois à Nantes, sur comment Libertic a fait son travail d'association, etc. Et c'est pas heurter un mur, Claire l'a expliqué, mais on va dire une espèce d'incompréhension, de défiance à l'égard de cette question-là. Et donc la question n'a pas été traitée. Et moi, j'ai voulu protéger les collègues qui l'an passé n'ont pas su répondre à la question qui était posée, parce que je pense que la réponse n'était pas de l'ordre et dans les mains de l'administration. Parce que c'était une réponse qui était d'abord attendue sur le champ politique. Parce que c'est une vraie révolution politique qu'impose l'ouverture des données publiques aujourd'hui pour nos élus. Et quand, Xavier, tu racontes l'exemple de ton maire qui prend la décision, effectivement, et après les choses se mettent en branle, en mouvement, je pense que c'est important de mesurer ce que ça représente à l'interne dans les services. Depuis le mois dernier, le maire-président annonce la volonté d'ouvrir les données publiques parce que nous avons du travail. Les semaines écoulées que nous vivons en ce moment, il ne s'est pas passé un jour où en interne on s'est posé la question de qu'est-ce que ça impactait, qui était concerné, comment on allait mobiliser les services, comment on allait oublier aucune, parce qu'on parle pas, c'est pas que de la communication, c'est pas que du développement économique, c'est pas qu'un détail informatique. C'est à la croisée de cultures extrêmement différentes où le travail transversal, la culture de la transversalité, c'est quand même pas la culture première, fondamentale de l'administration française. C'est une révolution, et je le dis devant les collègues en plus qui sont là, je le dis très gentiment. C'était pas à eux de répondre l'an passé. Aujourd'hui, c'est à eux de relever le défi qui est posé par la réponse politique qui a été formulée il y a seulement un mois. Il faut maintenant que l'administration se mette en place. Donc je voulais juste vous rassurer là-dessus. L'administration est en place. Je viens d'apprendre par un collègue qui est présent derrière moi que le groupe de travail, la première réunion de travail sur Open Data est fixée, je sais plus la date, mais c'est 21 mars. Donc en gros, ce groupe de travail est en place. Et moi j'ai retenu une idée, mais avec Claire on en a tous les deux longuement parlé. C'était bien présenté dans le nouveau PowerPoint que j'ai vu là. Je trouve extrêmement important de pas perdre le fil immédiatement de l'écosystème nantais, de la qualité de l'écosystème nantais. Et qu'on a une grande chance à Nantes, effectivement, on le voit ce soir, on est quand même nombreux pour parler d'un sujet qui est quand même pas évident au départ. Donc c'est la preuve que ce sujet, ça prend assez... À Nantes, on a quand même un peu de chance, quand on lance un truc, ça prend malgré tout assez facilement. Donc on est quand même collectivement assez confiants sur ça. Mais il faudra pas louper de réussir à mobiliser et d'animer
dans le temps et sur la durée l'ensemble des réseaux concernés. Effectivement, les réseaux sont nombreux. Il n'y a pas que les 140 startups autour de la cantine numérique. Il y a effectivement l'université. Il y a effectivement plein de monde. Et que ces gens-là doivent trouver leur place dans le dispositif. Donc il y a un enjeu de transversalité, de culture à l'interne de l'administration. Et il y a un enjeu d'animation et de mobilisation à l'échelle du territoire. Et c'est à ces deux réponses-là que nous organisons aujourd'hui. Et que dès le mois de mars, je vous garantis que ça sera en œuvre. Merci Frédéric. Juste une petite question avant que tu rendes le micro. Est-ce que tu as une date ou une période à nous annoncer aujourd'hui en nous disant là on peut imaginer qu'il y a une plateforme qui commence à être active c'est oui ou c'est non hein. Juste avant la réunion avec Claire, nous en parlions. Parce que l'engagement de Jean-Marc Ayrault était de dire, lors de la soirée d'inauguration de la cantine numérique, c'était avant fin 2011. Et Claire me disait, mais avant fin 2011, c'est sympa, mais est-ce que c'est fin 2011 ? Non, c'est dès qu'on sera prêt, évidemment, dès qu'on sera prêt. Et je pense qu'il y a du travail. On a une grande chance à Nantes quand même, c'est qu'on a quand même des gens qui ont un niveau d'expertise et d'expérience, de retour sur expérience, parce qu'ils ont suivi le cas de Paris, de Rennes et de beaucoup d'autres, y compris à l'échelle européenne. Je vous dis, l'écosystème est là pour qu'on aille, je pense, peut-être plus vite que ce qu'on a annoncé. Quand on sera prêt, on sera prêt. L'engagement de fin 2011, c'était une date en disant, franchement, au-delà de ça, ça serait pas bon pour la dynamique nantaise. Donc plutôt ce sera le mieux, parce que les deux engagements que nous avons pris, c'est 2012-2013. Voyage à Nantes, il y a un enjeu évidemment de tourisme et de culture. 2013, on est capitale verte européenne, il y a des enjeux autour de la mobilité, de la santé, des déplacements, etc. Et c'est toutes ces questions-là que nous ne devons pas louper et qu'on doit anticiper dès 2011. Voilà. Merci. Oui. Je vous en prie, monsieur. Oui. Alain Loenaf, moi je suis membre du Conseil de développement. Alors il y a un mot qui a été utilisé par Claire et également par notre expert donc qui vient de s'exprimer sur le terme écosystème. Alors je suis moi assez interpellé par ce terme-là, donc je voudrais comprendre pourquoi vous l'utilisez, parce que pour moi écosystème, je prends une approche très large. Dans la liste systémique, c'est quelque chose dans lequel on va essayer de comprendre des grands équilibres. Et moi, si je trouve actuellement l'information par rapport à ce qui a été dit, une très bonne pédagogie aussi, c'est qu'on est plus actuellement dans un Big Bang plutôt qu'autre chose, avec des mouvements browniens actuellement que vous ne maîtrisez absolument pas. Alors, comment passe-t-on de mouvements browniens à l'écosystème ? Voilà ma question, simplement. Donc là, en fait, la problématique, c'est que pour vous, le système tel qu'il est présenté, en plus dans l'option idéale, n'est pas un système stable ? Non, parce que pour moi, il paraît stable, en fait. Non, mais justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi il est instable ? Il est en pleine création, c'est-à-dire que les différentes parties prenantes, pour un terme tout à l'heure, vous ne les connaissez pas actuellement. C'est-à-dire vous avez une cantine, effectivement, c'est un terme qui me paraît très intéressant, mais derrière ça, vous ne maîtrisez absolument pas qui sont les parties prenantes, les relations des parties prenantes et qu'est-ce qui en sortira effectivement sous le team. C'est formidable ce qui va se passer là, mais vraiment, pour moi, on est au terme du Big Bang actuellement dans la création de l'univers. Hein. Mais pour moi... Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est effectivement ce qui se passe, mais dans plein de domaines. Et c'est ça qui est passionnant. Et quand je disais effectivement que l'institution doit être porteur du changement, c'est ça. Et aujourd'hui, on voit apparaître ces signaux faibles, qui sont que des signaux faibles dans la société. Et on est là à essayer d'organiser, de les mettre en relation. Comment entre l'économie et le culturel, comment entre c'est tous les réseaux qu'évoquait Frédéric. C'est comment mettre en place cette transversalité, y compris chez vous, quoi. Et c'est comment faire en sorte que des entreprises puissent travailler ensemble. Comment les partenariats public-privé. Aujourd'hui, moi, sur cette plateforme de data.Rennes Métropole, l'un des enjeux pour 2011-2012, c'est faire en sorte que des entreprises privées aussi participent à cette dynamique-là. Et ça, quand on aborde ça avec Ouest France, je peux vous assurer que ils réfléchissent à deux fois. Je les ai bousculés. Quand j'en parle avec la SNCF, c'est le comité de direction de la SNCF qui passe 1h30 pour réfléchir effectivement à l'open data. C'est la direction de l'innovation de la Poste qui m'appelle en me disant, écoutez, votre truc là, ça m'embête parce que c'est en train de bousculer pas mal de choses. Bah, je dis oui. Je suis intervenu la semaine dernière devant les directeurs des services de l'innovation d'une quarantaine de grosses entreprises, en gros du CAC 40, voilà, pour leur expliquer un peu la démarche. Elles appréhendent ça avec à la fois beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'inquiétude et beaucoup de bouleversement parce que ça modifie effectivement un espèce de système d'équilibre et qu'il faut réinventer effectivement des approches, quoi. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Alors effectivement, nous on nous dit mais vous à Rennes vous êtes lancé, etc. Vous avez pris un risque considérable. Oui, mais c'est ça l'innovation.
s'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'innovation. Donc on a franchi le pas avec effectivement plein de questions et je pourrais vous en lister plein d'autres, des questions sur la gratuité, sur la licence, sur des questions effectivement de gouvernance. Est-ce que là on n'est pas en train de laisser une partie des services publics au privé? Est-ce qu'on renforce pas finalement ceux qui ont le pouvoir de la connaissance déjà aujourd'hui, de la société de la connaissance? Est-ce qu'on renforce pas ceux qui ont effectivement ce pouvoir de la connaissance au détriment de ceux qui n'ont pas ce pouvoir de la relation à la société de connaissance? Est-ce qu'on renforce pas ceux qui ont le pouvoir économique au détriment de ceux qui ne l'ont pas? Voilà, en termes de questions politiques, il y en aurait effectivement 25, hein, et en même temps, c'est quelque chose qui se passe. Et si on le fait pas, si on l'organise pas, eh bien, ça va s'auto-organiser sur le territoire. L'exemple à Rennes était tout à fait étonnant. On avait une application qui avait été réalisée par un gamin de 16 ans. En seconde. Il avait aspiré les données vélo, Vélostar à Rennes, Vélib, etc. Il les avait aspirées sur le site internet et puis il avait fait une application et il vendait son application sur l'Apple Store, 1,59 €. Et il y avait comme ça une centaine de personnes qui avaient repéré cette application. Et puis nous on a changé effectivement nos jeux de données parce que voilà, on savait pas que ça avait été aspiré comme ça. Et puis les citoyens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui utilisaient le service, ils sont retournés vers Rennes Métropole en disant mais c'est quoi votre bazar? Vos données sont plus justes. On a dit mais attendez, si nos données elles sont justes par définition quoi. Enfin c'était les données du vélo, elles sont tout à fait justes. On dit non, regardez. Et en fait c'était l'application effectivement issue de l'aspiration des données. Donc un citoyen qui avait comme ça aspiré des données. Donc ça veut dire que il vaut mieux qu'on organise l'ouverture et la libération des données plutôt que de la subir. Mais c'est vrai dans plein de champs. Donc voilà comment on maîtrise tout en créant une dynamique plutôt que de subir et d'être toujours un train en retard. Regardez la problématique de la législation par rapport aux usages. Aujourd'hui, la législation a toujours un train de retard par rapport aux usages, et quand il y a une législation qui est en place pour interdire un usage, eh bien immédiatement, je peux vous assurer, j'ai un ado que j'essaye de moraliser, mais j'y arrive pas. Il contourne et il saura trouver effectivement le moyen de contourner effectivement la législation pour continuer à télécharger gratuitement ces films, quoi. Donc c'est une vraie question d'une société nouvelle qui est en train de s'organiser sur des concepts différents de ceux pour lesquels effectivement on a nous-mêmes mentalement été construit. Et c'est le directeur de l'innovation de la RATP qui disait c'est compliqué d'imaginer les systèmes de transport de demain parce que on ne fait pas partie de la nouvelle société qui est en train de se créer. On ne fait pas partie de la génération dite Y, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés avec l'Internet entre les doigts. Et eux, ils sont en train d'imaginer, effectivement, ils sont en capacité d'imaginer la société de demain, beaucoup plus que nous, où on est effectivement sur des fondements culturels, de relations aux autres, de relations à la société, de relations aux institutions, qui est d'un ordre totalement différent. Donc pour lui, il fonde beaucoup, effectivement, sa démarche sur une interrogation permanente de cette génération Y, ce qu'on appelle aujourd'hui la classe créative, quoi. Une dernière chose, parce que je me posais, excusez-moi, juste la question pendant que tu parlais, Xavier, et justement c'était pour en conclure là-dessus. Pour vous, donc il y a la problématique de l'écosystème. Pour moi, cet écosystème, il est défini, il est clair, il a des piliers qui ne sont pas les piliers de l'open data, qui sont les piliers du gouvernement ouvert. C'est rentrer dans une nouvelle démarche de transparence, participation, collaboration. Et finalement, ce qui vous dérange plus, c'est ce qu'on met dedans. Et là, on rentre en effet dans une nouvelle approche finalement des avancées, une approche en mode bêta, une approche expérimentale, une approche où il y a des tests, mais le cadre global, pour moi, est assez clair. Et c'est pour ça que ça me pose pas plus de problèmes que ça. Oui, Philippe Alain, je suis directeur général de la communauté d'agglomération Cap-Atlantique sur la côte. Alors, je vais poser une question beaucoup plus terre-à-terre, mais qui représente un enjeu pour des collectivités comme les miennes et pour beaucoup d'autres, je pense. Donc nous sommes une intercommunalité et donc toutes les collectivités, les communes, etc. manient tout un tas de données disparates dans des formats différents, redondantes, et nous avons un chantier énorme qui est de structuration de cela pour que ce soit dans des formats compatibles, que ce soit pas redondant, qu'il n'y ait pas 3 personnes qui, dans des endroits différents, qui saisissent la même donnée ou la ressaisissent, etc., etc. Et tout à l'heure, dans votre... et par ailleurs, nous avons en ce moment
il devrait être mis en ligne d'ici un mois, un site de territoire où on commence à faire modestement des petites choses comme ça. Par exemple, il y a une application là qui ressemble à ce qu'on a vu, c'est-à-dire les sites, les itinéraires de promenade ou de vélo sur le territoire avec sur un smartphone avec possibilité de dire tiens, il y a un nid de poule ou quelque chose comme ça. Alors la question, vous avez exposé tout à l'heure qu'il y a un travail, et j'imagine que ça peut être important, de retraitement, de façon à ce que ces données soient exploitables, réutilisables. Et la question que je me posais, c'est est-ce que on peut faire en sorte que les données soient conçues directement pour être exploitables, réutilisables. C'est-à-dire que les services fonctionnent normalement et habituellement et dès le départ avec des données de cette nature-là qui ne nécessitent pas après un gros travail de... Je ne sais pas quoi d'ailleurs. J'aurais dû poser le cadre dès le départ en fait. Je ne suis pas informaticienne, je ne sais pas coder. La partie technique m'intéresse que dans le cadre où c'est une problématique majeure en effet de l'open data, donc il faut s'y intéresser, mais c'est pas du tout mon domaine d'application. Donc je vais laisser répondre peut-être Xavier sur la question. Alors c'est une question extrêmement importante parce que on peut pas ouvrir si on n'a pas de données et notamment dans des formats effectivement réexploitables, réutilisables. Donc en fait, nous la manière dont on a convaincu les services, c'est de dire écoutez, pareil, on va fonctionner étape par étape et on va pas révolutionner tout immédiatement. Donc on leur a demandé effectivement les données dont ils étaient à peu près sûrs qu'elles étaient certaines, quel que soit le format, et on leur a demandé effectivement simplement de les ouvrir, nous les rendre accessibles sur un site internet. Et donc on a fonctionné comme ça dans un premier temps. Et puis progressivement, en fait, au cours de l'année, on a peu de recul, mais quand même, au cours de l'année 2010, en fait, il y a une personne qui, du coup, est devenue en charge, en fait, de la communication de la donnée, au sein, notamment du service d'information géographique. Suite à un départ à la retraite, une partie de son temps, il y a une nouvelle mission qui a été confiée à la personne qui arrivait, c'était la communication de la donnée, et donc comment, du coup, et on repart finalement du point zéro, c'est-à-dire comment on organise finalement la donnée au point de départ, comment on organise la mise à jour, etc. Donc il a mis temps de son poste qui est dédié à ces fonctions-là, quoi. Mais dans un premier temps, on a simplement ouvert et en fait un simple fichier Excel parfois est suffisant. Donc après on va sophistiquer. Pour du temps réel, vous avez besoin d'API, c'est-à-dire des protocoles de communication. C'est-à-dire que quand vous êtes en temps réel, par exemple les places de parking, en temps réel, vous savez effectivement s'il y a des places disponibles. À ce moment-là, c'est pas le fichier du temps réel que vous mettez à disposition parce qu'il faudra le mettre à jour toutes les secondes. Vous faites, c'est ce qu'on appelle une API, c'est un protocole de communication qui vous permet d'accéder au serveur qui lui gère effectivement en temps réel. Donc là, il y a un peu de développement à faire. Et juste pour passer à d'autres questions, excusez-moi de vous couper. En clair, est-ce qu'il y a de nouvelles bonnes habitudes à prendre? C'est-à-dire, on range plus nos données de telle manière, mais on perdra plus de temps à les rendre exploitables si on les range désormais comme ça? Ah oui, sauf qu'il faut définir le comme ça. Et le comme ça, une des questions qui se pose aujourd'hui au niveau national, c'est d'une part sur la licence, et on pourra en dire deux mots aussi sur la question de la licence, c'est-à-dire dès lors qu'on met à disposition, il faut contractualiser, même gratuitement, hein, ou de manière payante, qu'importe. Il faut contractualiser, donc il y a une licence, et là, aujourd'hui, il y a un débat, et on voudrait, et on est plusieurs à penser qu'il faudrait en fait qu'une seule licence au niveau national, hein, et la même pour tout le monde, pour éviter que, à La Baule, on invente une licence, à Nantes une autre, à Paris, à Rennes, etc. Et du coup, ceux qui chercheraient à créer des activités se trouveraient confrontés à 5 ou 6 licences. Et puis le deuxième débat, c'est la norme de la donnée, comment faire en sorte que la donnée soit effectivement la plus normée possible au niveau national. Alors dans le champ du transport, il y a des normes européennes, dans le champ du SIG, il y a des normes là aussi européennes, hein, c'est assez cadré. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué, il faudrait que les collectivités puissent s'entendre autour de comment organiser la norme et la donnée, quoi, pour permettre la réexploitation la plus aisée possible, quoi. Donc le Big Bang est en cours. On va peut-être prendre 2-3 questions successives en fait, et puis comme ça on va joindre les réponses, histoire de vous laisser la parole le plus longtemps possible. Jean-Bernard Lugadet, Association Nantaise Déplacement Environnement. J'ai une question, une proposition, une suggestion.
La question est très naïve. Est-ce que une donnée qui me semble très importante, le prix au mètre carré de l'immobilier par rue, immeuble, logement, est considérée comme une donnée publique et sera-t-elle publiée? Il me semble que c'est un domaine important. L'espérance, c'est que, avec l'exemple de Rennes qui donne les horaires en temps réel de ces transports, j'espère que l'Open Data de Nantes nous permettra, nous, usagers des trams et des autobus, d'avoir cette donnée qui, pour le moment, n'est pas très, très fiable. Enfin, une suggestion, j'espère qu'il n'y a personne de la SNCF dans la salle. Monsieur, ne demandez jamais à la SNCF des horaires, des tarifs, des données. Allez directement sur le serveur des chemins de fer suisses, hein, c'est beaucoup plus efficace. Alors donc on va prendre Dominique. Oui, Dominique Luneau de La Lettre et l'agence API. J'avais une question qui revenait, mais je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était le fait que demain il faudra aussi croiser ces données avec celles du département, de la région, les autres communes autour, le bassin de vie de l'agglomération nantaise, c'est pas Nantes Métropole, c'est une aire urbaine, etc. Donc il y aura effectivement cette interopérabilité des données qui sera essentielle. Je voulais poser une question pour Rennes sur les 50 applications, la cinquantaine d'applications proposées. Vous avez parlé tout à l'heure de redondance, c'est inévitable, hein, j'imagine. Mais pour vous, il y en a combien qui ont un véritable, qui vont avoir un effet décisif, important, auquel vous n'auriez pas pensé, qui vont vraiment créer cette valeur nouvelle, quoi, au-delà de l'aspect effectivement de nouveauté. Mais qu'est-ce qui va être vraiment décisif dans ce que vous avez pu mesurer? Et à Nantes, j'ai pas entendu tout à l'heure, mais il m'a pas semblé qu'il y avait l'urbanisme dans les données qui allaient être ouvertes. Est-ce qu'elles vont l'être ou pas? Toutes les questions qui sont ouvertes à Rennes là, liées à l'urbanisme, qui sont à mon avis essentielles. Alors, on va peut-être... Ouais. Vas-y Walter. Walter Bouvet, cofondateur de Terra Eco Média Développement Durable et grosse culture infographique et donc intérêt pour ce sujet. J'ai une question sur la traçabilité de la donnée. Parce que j'entends bien ces enjeux de standards là qu'on évoque depuis quelques instants. Mais comment on fait à partir du moment où par exemple on fait une appli pour certifier à l'utilisateur que la donnée en live qu'on lui donne est une donnée qui quelque part est bien authentifiée. Je ne sais pas si je suis clair, parce que à la limite on peut tout bidonner, faire une appli en disant voilà je vous fais du temps réel et en fait c'est n'importe quoi. Vous parliez du prix du mètre carré de foncier ou de bâti. Là on n'est pas dans la donnée administrative, néanmoins il y a un enjeu tant sur la donnée privée qu'administrative me semble-t-il de traçabilité. Donc là il y a une question. Et puis l'autre question peut-être plus anecdotique mais pour avoir des exemples, en gros, quelles sont les données dont sont friands les utilisateurs pour ce que vous en savez? Est-ce que vous avez quelques exemples? Ah bah les deux. Alors on va déjà essayer de répondre à ça. J'essaye de résumer. Le prix au mètre carré de l'immobilier, question. Puis les bons conseils de monsieur concernant la SNCF. Les horaires. Des bus. On commence par ce petit package là, ça faisait déjà 3. Vous partagez Sur les prix au mètre carré, ça relève pas de l'institution, donc voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, non, mais il y aurait 36 000 données, hein, et je pense que c'est effectivement aux citoyens de pouvoir à un moment donné exprimer. Et il y a effectivement certainement d'autres, mais ces prix-là, ils existent déjà hein, par la Chambre des notaires, etc. Donc là, c'est une démarche en tout cas que nous on entreprend sur Rennes. C'est sur la stratégie 2011-2012, c'est de créer des partenariats avec d'autres institutions ou d'autres fournisseurs de données. On a évoqué le Conseil général ou la région. J'ai convaincu le département 35 Ille-et-Vilaine de participer à l'ouverture des données. J'ai convaincu la région Bretagne de participer à l'ouverture des données publiques. Donc on va aller vers effectivement une démarche territoriale beaucoup plus large que bien évidemment la métropole, et vous avez totalement raison. J'ai convaincu l'Académie de l'éducation nationale de fournir effectivement des jeux de données. On rencontre l'INSEE pas plus tard que la semaine prochaine. La Poste va travailler avec nous sur une expérimentation. Donc voilà, on essaye de convaincre effectivement d'autres partenaires pour fournir d'autres jeux de données. Donc on n'a pas attaqué les prix au mètre carré parce que voilà, ça n'a pas remonté effectivement comme une demande, mais c'est effectivement, j'imagine, les notaires doivent pouvoir le fournir par des zones iris assez fines qui permettraient effectivement des analyses plus étroites. Et puis on avance en marchant. Du coup, ça, c'est-à-dire que l'ouverture des données, on parle des données
données publiques aujourd'hui, mais il y a bien évidemment la question de l'ouverture des données détenues par les entreprises privées. Vous disiez que vous aviez rencontré des grandes entreprises du CAC 40. Elles se posent la question au-delà de la craindre. Et je joins cette question en fait à la question de Walter Bouvet. Comment est-ce qu'on peut s'assurer aujourd'hui d'avoir une application fiable qui utilise des données crédibles? Juste pour l'application, pour la fiabilité, c'est aux États-Unis, il y a eu une ville qui a créé ce qu'il appelle un Blue Button, qui est en fait un label où il labellise en fait les applications. Donc là, c'est plus un lien direct entre la ville et les développeurs, où il y a cette notion de vérification, de fiabilité et un label qu'on appose sur l'application. Pour ce qui est des développeurs, enfin des données qui sont intéressantes pour les développeurs, c'est les données chaudes, les données temps réel, les données transport. C'est ce qui les excite le plus devant leur écran. La relation de confiance, elle est fondamentale. Ça, c'est un enjeu considérable. C'est-à-dire que l'institution, à travers la donnée publique, vous avez public derrière la donnée. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et la dimension économique ne vaut rien au regard de cette relation de confiance. C'est-à-dire que si le citoyen utilise des jeux de données issus d'une institution publique, il faut tout mettre en œuvre en tant qu'institution pour préserver cette relation de confiance. Et qu'importe si vous vous trouvez en opposition avec les gens du logiciel libre, en tous les cas, moi, notamment sur la relation de confiance, c'est un mandat que j'ai reçu des élus et que je comprends totalement, et notamment la licence qui permet la relation entre l'émetteur et le réutilisateur de la donnée. Il doit clairement indiquer que l'institution demande la traçabilité de la donnée, donc que la date de mise à jour et l'origine de la donnée soient extrêmement précises pour qu'on puisse dater et vérifier que l'application utilise tel jeu de données, daté, etc., pour éviter toute malversation. Parce qu'il ne faut pas se tromper, il y aura des gens qui vont être dans une démarche fallacieuse, volontaire ou involontaire. Donc il faut qu'on puisse acter en justice et donc qu'on puisse mesurer quels jeux de données ont été utilisés. Et notamment, dans la licence que nous avons mis en place, nous, à Rennes, on dit clairement qu'il est bien évidemment totalement interdit de modifier la donnée en modifiant le sens de la donnée, pour justement pouvoir permettre d'acter en justice si jamais, effectivement, il y a une perversion qui se met dans l'ensemble du processus, pour pouvoir préserver cette relation de confiance. Ça, c'est fondamental. Si on n'instruit pas en amont cette relation de confiance, on détruit l'ensemble de cette chaîne de valeur qu'on est en train de construire. Et tant que vous avez le micro, pour répondre à la question de Dominique Luneau, sur la 50aine d'applications là, qui résultent du concours que vous avez lancé, il y en a quelques-unes qui retiennent d'ores et déjà votre attention comme des applications que vous allez très concrètement utiliser? Alors, sauf que le jury a lieu le 30 mars, donc je voudrais pas, effectivement, je sais qu'il y a sans doute certainement des tweeters là ici qui vont tweeter derrière, donc je me méfie désormais depuis que Twitter existe, je me méfie désormais effectivement de mes propos qui peuvent être relayés beaucoup plus rapidement qu'on l'imagine. Donc il y a des idées originales. Je vous propose d'aller voir sur le site et d'aller voter vous-même, et vous verrez effectivement le 30 mars. Non, il y a des, bien évidemment, autour de la mobilité, puisqu'il y a beaucoup de données de transport, donc il y a beaucoup effectivement d'applications autour de la mobilité, dans une démarche aussi participative, c'est-à-dire qu'à un moment donné qui va coupler la logique effectivement avec la participation des habitants, et ça on est dans des vraies applis à mon avis en fort potentiel en devenir. Et puis il y a des formes de représentation de la mobilité qui sont tout à fait intéressantes sous forme vidéo, et qui permettent de voir effectivement l'usage des vélos dans le temps et dans l'espace, ou des cartographies qui redessinent les cartographies de temporalité, de durée de transport dans le temps et dans l'espace, qui sont tout à fait intéressantes, qui ont été développées aussi sur Paris, et qui permettent de voir, voilà, à 3h du matin, en combien de temps les transports en commun vous amènent à tel ou tel endroit. Enfin, donc ça redessine une cartographie temporelle. Donc ça, c'est des représentations nouvelles du territoire. Ok. On va prendre une dernière série de questions, histoire de terminer à 8h. Bonjour, Sophie Rousselot, simple citoyenne, mais travaillant un peu dans l'information géographique. En fait, je voulais citer des exemples
avec lesquels vous pouvez travailler au niveau de Nantes, même de Rennes, je ne sais pas si vous travaillez avec, c'est les plateformes d'information géographique comme Géopal ou Géobretagne ou d'autres. Il y en a plein qui se sont développés dernièrement sur toute la France et qui justement sont sur cette lancée-là de diffuser les informations géographiques. Et je voulais aussi parler de la fiabilité. Il y a tout un processus dans ces plateformes, justement pour ce qu'on appelle avec les métadonnées, qui sont les explications des données en fait sources. On explique quelle est la source, la mise à jour, quand elle a été faite, par qui, quelle échelle. Enfin bon, ça peut être assez détaillé en fait. Donc n'importe quel citoyen peut taper, par exemple, il veut la carte de je sais pas quoi, habitat, machin, truc, il tape dessus et il a la métadonnée, donc il peut savoir quand elle a été faite ou pas, quoi. Voilà. Et après, il peut la consulter, la télécharger. Donc c'est des choses intéressantes, quoi. Donc je sais pas, c'est des choses. Il y a énormément de travail au niveau des informations, au niveau de l'information géographique sur la diffusion des données comme ça, et donc c'est des expériences sur lesquelles je pense qu'ils ont beaucoup à apporter parce qu'il y a beaucoup d'échanges et il y a beaucoup aussi de groupes. Effectivement, c'est pas que sur la donnée, mais c'est aussi sur la manière de travailler. Il y a des groupes de collaboration qui se sont créés aussi là-dessus et sur plein de thématiques. Et donc je pense que c'est intéressant aussi d'aller voir ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils peuvent faire. C'était plutôt de l'ordre de la remarque et du conseil que de la question. Voilà. Et autrement, sinon, j'avais la question, c'était, vous parliez des innovations numériques qui pouvaient avoir échoué. J'aurais voulu savoir quel type d'innovation a pu échouer. Alors, les échecs. On va prendre une deuxième question. Bonsoir, Florian Hervéou de Transway, qui est une des startups qui est dans l'écosystème, donc on a évoqué sur Nantes, et qui travaille dans l'écomobilité. Ma question va être pour Monsieur Crouan, va être simple. On a bien compris que l'open data, si c'était à refaire, vous le referiez. C'est juste avec un an de recul au niveau de Rennes et de Rennes Métropole, quelle est la chose principale, on va dire, que vous referiez différemment? Bon, c'est plus ou moins la même question, du coup. On va parler des petites erreurs, des échecs. Et troisième question, Monsieur Ménard. André Hubert Ménard, Conseil de développement. Je voudrais parler des plateformes d'information qui ont été annoncées pour Nantes, si j'ai bien compris, le tourisme, le déplacement, la culture, l'environnement ou le déplacement durable, je ne sais pas très bien. Mais effectivement, je reviens sur la question de l'urbanisme dans tout ça. C'est le premier aspect, car je pense qu'il y a des décisions publiques locales en matière d'urbanisme, décisions de préemption par exemple, déclaration d'intention d'aliéner, décision d'expropriation, ce qui m'amène d'ailleurs à poser la question des banques de données des administrations de l'État, puisque l'expropriation, c'est l'administration des domaines qui fait une évaluation, etc. Donc il y a là une masse d'informations foncières dont beaucoup de citoyens, pas uniquement les citoyens, également les acteurs immobiliers, auraient bien évidemment l'usage. Ça, c'est ma première question, et j'aimerais savoir ce qui est possible à Nantes dans le cadre des projets actuels, ou bien est-ce que c'est un sujet trop sensible, et est-ce qu'il se fait quelque chose à Rennes là-dessus? Ce qui m'amène maintenant, deuxième aspect de ma question, à une comparaison, si possible, entre Rennes et Nantes. On a un projet de territoire pour 2030, et dans ce projet de territoire de 2030 se pose très fortement la question de l'axe Nantes-Rennes, ainsi que d'autres axes d'ailleurs. Mais parlons de l'axe Nantes-Rennes. Est-ce que, à ce point de vue-là, vous envisagez des bandes de données communes pour que les opinions publiques et les acteurs puissent se situer dans cette problématique? Merci.
Merci. Je vais répondre à votre dernière question. Je pense que ça ferait sens. Allez-y, je vous en prie. Non, ça ferait totalement sens, effectivement, qu'en tous les cas, Rennes et Nantes travaillent de concert sur une approche commune. Mais bon, moi je suis pas politique, hein, et ça se décidera peut-être pas tout de suite, mais je trouve que ça ferait totalement sens, en tous les cas, qui est à imaginer, à créer une approche commune dans ce sens, quoi. Excusez-moi, on va juste prendre du coup une dernière question. Comme ça, est-ce qu'il reste d'autres questions dans la salle, histoire de frustrer personne? En fait, on va finir par donner la parole aux intervenants pour qu'ils répondent à toutes vos remarques et questions. Juste 2 mots. Finalement, là, on est en somme entre des élites presque là, parce que là, je me demande si ce n'est pas une machine à exclure, parce que le citoyen lambda de la rue, je ne sais pas s'il va pouvoir s'intégrer à un système comme ça, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Non, je crois qu'il ne faut pas être inquiet, c'est-à-dire que le citoyen, lui, il va bénéficier des applications. Et c'est quand on dit effectivement rendre accessible un territoire ou ses services, c'est à travers effectivement les applications qui sont développées, puisqu'on voit bien qu'on part du principe que l'usage de l'internet va exploser vers l'internet mobile. Et donc aujourd'hui, quand on voit 17 milliards d'applications qui sont téléchargées, c'est le citoyen, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur et madame lambda qui vont de plus en plus utiliser ces applications. Et pour utiliser ces applications, il faut des bases de données en relation avec le territoire. Et les institutions possèdent, puisque c'est leur fonction, de gérer le territoire, donc de pouvoir mettre à disposition des jeux de données. Voilà la mécanique. Hein, et on part bien de l'usage. Et là, l'ouverture des données publiques aujourd'hui n'intéresse qu'une strate de développeurs intermédiaires, mais pour permettre, c'est une médiation entre des jeux de données détenus par les institutions et puis les usagers, et c'est la priorité, ce sont les usagers. Alors pour répondre à votre question qui est... Je vais l'extrapoler un tout petit peu. Moi, je ne répondrai pas sur Nantes. Je pense que Frédéric serait plus à même de répondre. Il va reprendre le micro. Il va reprendre le micro. En tous les cas, nous, à Rennes, vous l'avez vu, les jeux de données que nous avons ouverts sont des jeux de données pratiques. Et il faut commencer par ça. C'est simple, c'est facile, ça développe des applications, on crée l'usage, etc., la praticité du territoire. En revanche, les questions que vous posez sont vraiment essentielles. Et là, moi, j'ai réussi à convaincre les élus, mais je fais pas d'annonce parce que là aussi, je me méfie de Twitter. Il y aura effectivement des annonces prochaines autour de la décision politique et de l'ouverture des données publiques liées à la décision politique. Et là, vous évoquez ce champ-là, mais il y en a plein d'autres. Et donc, c'est clairement dans cette dynamique-là que nous, on inscrit la démarche, c'est la décision politique. Alors, pour répondre aux erreurs, on avait un moment imaginé, on a plein de panneaux publicitaires comme à Nantes, et on s'était dit, on croit à l'internet communicant, et notamment les objets, l'internet des objets. Donc c'est une nouvelle tendance. Feu l'open data, on passe à une nouvelle mode qui sera effectivement l'Internet des objets, c'est-à-dire que l'objet va devenir lui-même communicant. Et on croit beaucoup à cette dynamique-là. Et tous nos mobiliers urbains, dans le cadre de l'appel d'offres que Hatchell a remporté, on a intégré des dispositifs potentiellement communicants autour de chaque panneau publicitaire. Et avant de déployer sur l'ensemble des panneaux, on s'est dit on va tester. Et on avait testé la technologie Bluetooth, qui était sur tous nos téléphones portables, mais pas forcément activée. Il faut que chacun l'active. Et en se disant, bah tiens, on va tester dans une dizaine de lieux à Rennes cette technologie Bluetooth avec de l'information géolocalisée, c'est-à-dire que chaque borne Bluetooth dans les milieux culturels, etc., avait une information spécifique liée à des flux RSS envoyés par Internet, puisqu'elles étaient équipées aussi de bornes 3G. Et donc on diffuse encore de l'information géolocalisée, géocontextualisée, temporalisée, et donc l'information du matin n'est pas la même que le soir, etc. Et on s'était aperçu d'abord que la CNIL s'est intéressée assez proche à ces questions-là, parce que au départ c'était un rayon de 10 mètres, et puis la CNIL nous a dit non, il faut que vous soyez dans une démarche très proactive, et donc il faut que la personne mette son téléphone tout près de la borne, et donc vous éliminez un usage considérable lorsque effectivement vous êtes dans une démarche proactive et pas de diffusion dans une zone. Donc typiquement cette démarche et cette approche, parce que la technologie Bluetooth n'était pas activée sur tous les téléphones portables, on a été en situation d'échec. On l'a clairement même dit à la presse en disant voilà, on arrête cette expérimentation, et on avait présenté ça d'ailleurs comme une expérimentation. Voilà un exemple. Merci. Pour compléter, avant de prendre les 2 dernières questions, c'est ça Brigitte, 2 qui est dans la salle, pour compléter sur la réponse sur l'urbanisme, Frédéric Vasse, en quelques
en quelques mots. Ça va être très court, rassure-toi. Je vais pas répondre sur l'urbanisme. Je vais compléter la réponse de tout à l'heure pour qu'on soit bien en clair. J'ai insisté sur les 2 années 2012 et 2013, voyage à Nantes et capitale verte européenne. Pour vous donner, ça c'est l'intention émise de la collectivité. Mais vous avez bien compris que nous nous imaginons pas seuls dans le mouvement et justement cet écosystème dont on parlait tout à l'heure à mobiliser. Il va y avoir d'autres demandes, d'autres sollicitations, bien évidemment. C'est celles-là qui doivent être étudiées aussi par le groupe de travail immédiatement en disant les priorités. Nous, on en a des priorités, mais le territoire va avoir aussi des priorités. On va entendre aussi le milieu économique avoir des priorités. J'espère que nos élus seront aussi attentifs à la demande qui viendra j'ai pas trop d'inquiétude, qui viendra du territoire. Seulement, dans le temps, on n'est pas capable de tout faire d'un coup. Je dis ça pour rassurer les collègues qui sont dans la salle. On va échelonner, forcément, on fera ça dans le temps. Donc l'urbanisme, c'est évident que c'est une donnée qui est très utile pour plein de choses. Toutes les notions autour de l'espace public, on l'a vu, la question du handicap, par exemple. Handicap et espace public, il y a un boulevard de travail sur ces questions-là. Et ça va être une priorité, bien évidemment. Donc, ne résumons pas la position nantaise à 2012 et 2013. Ça, c'est une expression qui a été pour donner des exemples concrets aussi pour que les gens comprennent. Il y aura bien d'autres formulations qui seront des sollicitations qui viendront aussi du terrain. Merci. C'était pas franchement une question. Enfin, comme monsieur tout à l'heure, en écoutant les propos, je dis mais ça va créer, effectivement, ça a été évoqué d'ailleurs, une fracture, c'est-à-dire une autre sorte de fracture, c'est-à-dire les gens qui sont capables d'utiliser toutes ces données et de formuler, par exemple, des projets coproduits. Ça, c'est extrêmement intéressant. Puis en même temps, je me dis mais c'est pas tellement différent d'aujourd'hui parce que le lobbying, en quelque sorte, c'est une autre forme de fracture, c'est-à-dire que ça va finalement élargir, donner une possibilité supplémentaire par rapport à toutes celles qui existent aujourd'hui, d'imaginer des projets et de les proposer de toute façon à ceux qui décident in fine. Donc en définitive, voilà, c'est plutôt un point de vue. Je pense que c'est effectivement tout le monde n'a pas accès à ça, mais est-ce que pour autant il faudrait l'interdire? Non. Voilà. Merci. Et la dernière intervention. Et bonsoir, Bruno Deshaies du Conseil de développement. J'ai une question très simple qui est à la fois un petit peu, c'est un peu prétentieux, un peu philosophique et un peu iconoclaste. En fait, est-ce que on court après le futur, enfin en disant il faut absolument se mettre dans le mouvement, parce qu'on peut connaître ça aussi dans les entreprises, ou est-ce qu'on crée le futur avec l'open data? Alors ce sera le sujet d'une conférence complète de plusieurs jours. Il y a une dernière question pour Gabriel. Moi, je vais poser une question extrêmement courte et je voudrais l'adresser à Claire Gallon parce que quand on parle de numérique, c'est passionnant. Il y a effectivement plein de choses qui s'ouvrent. Moi, je voudrais savoir quel statut occupe Wikileaks là-dedans. Et ce sera la question de la fin. D'accord. Wikileaks. Alors, Wikileaks n'est pas dans une démarche open data. Ils sont sur des données qui sont nominatives. Ils sont sur des données qui relèvent de la sécurité défense. Ils sont pas dans un programme d'ouverture et de collaboration avec le plus grand nombre. Les données qu'ils ont, en plus, ils ne les donnent pas. Elles sont pas mises à disposition pour tous. Ils passent par un certain nombre de médias, donc c'est limité. Donc, c'est pas les bonnes données, c'est pas la bonne utilisation, c'est pas de l'open data. Par contre, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler lors des ateliers et des présentations, et que ça sert aussi d'alibi aux personnes qui veulent pas forcément y aller. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tous d'être venus ce soir. Juste une petite information pour ceux qui s'intéressent à la vie de la délégation Nouveaux Médias, Nouveaux Réseaux Numériques au-delà des données publiques. Les prochains rendez-vous sont le 5 avril avec une audition de Christophe Clergeau, le premier vice-président du Conseil régional, sur la question des grands enjeux numériques pour le territoire. Et suivra le 13 avril le directeur départemental de Ouest France, Jean-Marie Biette, qui va nous parler de sa vision de l'avenir de la PQR notamment et des grands médias locaux. Merci à tous.